Merci. Allez, s'il vous plaît, si vous voulez bien vous installer, on va commencer. Il est un peu plus de 18h. Je vous demande à tous de regagner vos places. Oui. Il arrivera à présenter. Anthony. Allez, bonsoir à tous. On va pouvoir commencer ce conseil municipal et je vais entamer donc ce conseil par l'appel des présents. Joël Mizrahi, Monsieur Patrick Sabatier, Madame Marie-Christine Cianarella, Monsieur Frédéric Plat-Gavaudan, Madame Isabelle Lévy-Fanucci, qui ne peut pas être parmi nous et qui a donné procuration à Frédéric Plat-Gavaudan, Monsieur Patrick Minéo, André Collin, qui ne peut pas être avec nous et qui a donné procuration à Stéphanie Gréco de Coningue, Jean Tomaselli, il va arriver dans quelques instants, Martine Chex, Serge Benica, Marie-France Rosti, Monsieur Christian Lartaud, Monsieur Henri Carvin, Monsieur Lionel de Cubert, Jacqueline Fabre, qui ne peut pas être avec nous et qui a donné procuration à Anthony Paget, à Serge Benica, Bernard Croze, Marie-Claude Allary, qui n'est pas parmi nous et qui a donné procuration à Monsieur Anthony Paget, Monsieur Maurice Attias, Monsieur Christophe Moulin, Madame Emmanuelle Girard-Tivillier, Corinne de Ranieri, Sandrine Frère, qui a donné procuration à Anaïs Abrahamian, Monsieur Laurent Castillo, Stéphanie Gréco de Coningue, Émilie Partouche, Anthony Paget, Anaïs Abrahamian, Loïc Rousseau, Jean Naya, qui est excusé et qui a été opéré, Madame Robineau Chéler-Monique, Monsieur Charles Dalmasso, qui n'est pas là, Aurélie Trichot-Pirani, qui a donné procuration à Corinne de Ranieri, Francine Larocca et Monsieur José Gonzalez. Alors, nous nous retrouvons déjà pour le second conseil municipal de l'année, après le vote du budget qui est intervenu dès le 27 janvier dernier. Les restrictions sanitaires s'allégeant, ce conseil municipal se réunit à nouveau en présence du public, ce qui est toujours préférable. Comme vous en avez pris l'habitude depuis près de 2 ans désormais, vous pouvez suivre également ce conseil municipal en direct ou en différé sur la page Facebook de la commune et sur le site allo.com pour répondre à la double exigence de proximité et de transparence que nous nous sommes fixés. L'ordre du jour de ce conseil municipal est particulièrement dense et la première partie de celui-ci sera consacrée aux opérations de solidarité qui sont en cours en faveur de l'Ukraine, avec notamment le témoignage que nous apportera Brice Lacrezette ainsi que Frédéric Plat, qui sont de retour à Allo après un périple d'un convoi humanitaire qui aura duré 6 jours et qui les aura conduits jusqu'à l'hôpital de Lviv, à l'ouest du pays, au cours d'un véritable périple. C'est une vraie expérience humaine que vous avez vécue. Vous nous raconterez tout ça en introduction de ce conseil municipal. Nous allons pouvoir entamer l'ordre du jour de ce conseil avec la désignation, comme le veut la procédure, du secrétaire de séance. Et je vous propose que le secrétaire de séance, conformément à l'article L 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, puisse être Loïc Rousseau, qui est le Benjamin de notre Assemblée. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? Loïc Rousseau est désigné secrétaire de séance à l'unanimité. En introduction de ce conseil, comme le veut aussi la procédure, nous allons approuver le procès-verbal de la séance du conseil municipal précédent qui, comme je l'ai indiqué, s'était réuni le 27 janvier 2022. Comme vous le savez, ce document retrace le déroulement du conseil précédent qui est soumis pour avis à l'Assemblée. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole en lien avec ce procès-verbal du conseil municipal précédent? Si ce n'est pas le cas, je le soumets immédiatement à vos votes. Qui est pour?
Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous allons pouvoir donc passer au premier point qui est à l'ordre du jour de ce conseil municipal, qui concerne la solidarité et les actions en cours en faveur du peuple ukrainien. Et j'appelle sans plus tarder à me rejoindre ici, à la tribune de ce conseil municipal, M. Brice Lacrezette. Il va pouvoir venir s'installer à ma gauche et à côté de Frédéric Plat-Gavaudan, qui a fait partie donc de ce convoi qui a duré plus de 6 jours en Ukraine. Après, nous avons 2 points à l'ordre du jour. Vous avez reçu ça sur vos tablettes cet après-midi. Une motion de soutien au peuple ukrainien que j'aurai l'occasion de vous lire tout à l'heure après qu'on ait écouté le témoignage de nos amis. Et aussi une subvention que nous accordons à l'ONG Action Humanitaire qui a participé activement à cette opération de solidarité. Je salue la présence dans la salle de plusieurs membres de cette ONG, dont le professeur Logier qui est avec nous, ainsi que plusieurs représentants du Lions Club d'Allo qui ont eux aussi participé très activement à cette opération de solidarité. Avant de vous présenter cette motion de soutien au peuple ukrainien et avant de voter cette subvention exceptionnelle, je vais laisser la parole à M. Brice Lacrezette qui va nous faire un rappel de ce qui s'est passé entre leur départ d'Allo à l'aube jeudi dernier et leur retour lundi soir ici. Comme vous le savez, 4 camions sont partis, 80 mètres cubes de matériel qui ont rejoint à la fois donc l'hôpital à l'ouest de l'Ukraine ainsi qu'un centre de réfugiés à la frontière avec la Pologne. Je vous laisse la parole. Merci Monsieur le maire. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Dans cette histoire, c'est une histoire familiale au tout départ, un message sur Facebook avec mon fils de 19 ans, ma femme, Christina, chrétienne, qui, ne sachant pas quoi faire face à cette situation dramatique, se mobilise, envoie un message. Au bout de quelques minutes, on voit l'ampleur de l'effervescence a stimulé ce message-là. Tous les Allodiens se mobilisent. Immédiatement, je suis contacté par Monsieur le maire en direct, à ma grande surprise et avec fierté, qui me met en relation avec le Lions Club d'Allo, qui me met en relation avec l'ONG et le professeur René Logier, qui nous a apporté toute son expérience pour pouvoir mener à bien cette mission. Et là, tout s'ouvre devant moi. Je dois organiser un périple pour traverser l'Europe et aller directement à la frontière et si plus l'Ukraine. Pour cette aventure, immédiatement, il a fallu constituer une équipe. Et là, je rencontre une histoire humaine qu'on vit peu, quoi. C'est 10 personnes, 10 personnes fabuleuses que je vais citer. Frédéric, qui est à mes côtés. On a Cyril, on a Ronan, Mathias, Christophe, Grégory, Laurent et ma femme. C'est l'équipe qui se constitue, des messages sur Facebook, on les reçoit, on dit bah oui, tu as une expérience dans quoi matin, on crée un groupe et là 10 aventuriers, 9 aventuriers qui doivent réceptionner tous les dons parce que les Allodiens se sont mobilisés mais d'une façon phénoménale. Les professionnels également, parce qu'il y a quand même l'hôpital, il y a les pharmaciens, enfin tous les gens qui se sont mobilisés pour donner ces dons-là, les communes avoisinantes, Cabriès aussi, la mairie de Cabriès qui nous a aidés. Et on doit organiser ça. Je fais appel à chacune des spécialités de mes 9 collègues et on se lance dans cette aventure. On remplit, comme a dit monsieur le maire, 4 camions de 20 mètres cubes. Voilà. On mobilise 3 minibus pour pouvoir organiser le convoi retour. Et ça, c'est M. Stéphane Allier qui l'a fait également en partenariat avec nous. Une équipe FR3 qui nous contacte au dernier moment. Est-ce que vous avez une place? Ils rentrent dans les camions. Et là, l'aventure se lance. 25 heures de route, une organisation à faire. On arrive en Pologne. Qu'est-ce qui se passe? On est obligé à un moment donné de diviser le convoi en 2. Du coup, on livre l'alimentaire sur Medica, qui est le lieu où on réceptionne tous les produits. Et les 3 autres camions partent à l'aventure pour chercher une frontière dans laquelle on va pouvoir passer. On rejoint directement l'hôpital de Lviv
avec la directrice Julia, qui nous réceptionne, avec tout le personnel. Frédéric en est témoin, quasiment en pleurs à un moment donné, beaucoup d'émotions. Je vous passe les détails du périple pour rejoindre l'hôpital avec les routes, enfin tous les dégâts que vous avez pu voir. C'est vraiment ce que je voulais faire passer, c'est qu'ensemble on peut, quoi. Voilà. Ensemble, chacun apporte une petite pierre, et une histoire comme ça, ben, c'est phénoménal, quoi. Voilà. Donc c'est une énergie positive qui a été relayée par la mairie, relayée par tous ces organismes, et on s'est senti vraiment soutenu. Voilà, vraiment soutenu en direct. Il n'y a pas eu de couac. On a bénéficié d'un bon état d'esprit et on a franchi tout ça. Les 10 personnes qui sont parties, c'est 10 personnes comme vous et moi, quoi. C'est pas des professionnels de la route. On ne sait pas conduire un camion plus que vous, quoi, hein, un camion de déménagement, qu'est-ce que c'est? Donc franchement, pas mon équipe, mais mes hommes là qui étaient avec moi, un grand merci. Voilà, on a réussi. Ce qui nous a réconfortés, franchement, c'est tous les Allodiens, tous les professionnels, un accueil phénoménal. Les dons qui sont arrivés aussi dans les cagnottes en ligne, les chèques, le Lions qui a organisé les cartons, enfin toute une fabuleuse aventure. Moi je dis simplement, on a de quoi être fier d'être Allodien. Hein. Franchement ce soir on l'est tous, quoi. Hein. Voilà. Et merci monsieur le maire aussi, parce que voilà, il m'a contacté en direct et c'est pas tout. Voilà. Merci. Ce qu'on a vu sur place, ça demande aussi un temps de réflexion. Je dérape 2 secondes. Ça demande un temps de réflexion pour se positionner en tant que particulier. On se regarde tous, on est dans une réunion, on se dit tiens, est-ce qu'on va pouvoir aider ou pas aider? On arrive dans un hôpital, ce qu'on peut appeler un hôpital, hein, parce que c'est 1930, c'est les bâtiments russes. Voilà. On arrive, on ouvre l'entrepôt, j'ai l'image, il y a 3 camions qui arrivent, on ouvre l'entrepôt, on s'attend à un entrepôt médical. Hein. Les étagères sont là, et là tu te tournes, tu dis mais les produits sont où? Il n'y a pas de produits. Il n'y a pas de produits. Il n'y a pas, c'est bloqué à la frontière. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais donc 80 mètres cubes, 4 camions remplis pour 6 mois. On dort à l'hôpital parce qu'on ne sait pas où dormir. Et puis le matin, 3h30, on entend les sirènes, les bombes qui tombent à 20 km. Et là, la femme, la directrice, là, à qui je pense, mais toutes mes pensées vont vers elle, me dit voilà, on va tenir 15 jours. Quoi. Fort de cette expérience, les hommes qui sont avec moi, hommes avec un grand H, parce qu'il y a ma femme Christina dedans, on se dit bon, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait, hein? Tu restes là, tu peux repartir, peux pas repartir. Donc nous, on n'a qu'une motivation, qu'une envie, c'est avec Frédéric et toute l'équipe, c'est de repartir parce que ça change la vie d'un homme. Donc je vais avoir besoin de vous tous, parce qu'à l'unité, tous ensemble, on peut faire quelque chose. Là où toutes les ONG se cassent les dents, c'est-à-dire restent à la frontière, nous, 10 Allodiens, on a franchi la frontière. Voilà. Et c'est grâce à tout le monde, un par un, rassemblés, ben, c'est la force que vous avez donnée à 10 hommes qui vous remercient d'avoir vécu ça. Voilà. Merci à vous. Merci, on comprend bien l'émotion qui vous étreint après avoir mené cette expédition, qui laisse forcément pas insensible. En tout cas, bravo pour la réussite de cette mission. Et donc, comme vous l'avez dit, le convoi s'est scindé en 2. Donc, vous êtes allé avec 3 camions de 20 mètres cubes jusqu'à l'hôpital. Et Frédéric, lui, avec d'autres membres de la mission, vous avez convergé vers un centre de réfugiés pour venir en aide, porter les produits non médicaux. Donc les produits chauds, nourriture, pour les enfants, pour les personnes âgées, jusqu'à ce centre de réfugiés. Et peut-être Frédéric Plat, si tu peux nous donner le témoignage de ce que tu as vécu dans ce centre de réfugiés. Bien sûr. Oui, bien sûr. Bonsoir à tous, je vais être assez rapide parce que Brice a raconté l'essentiel de notre périple. Et d'ailleurs, je me joins à lui pour remercier l'ensemble des partenaires de cette opération, sans qui rien n'aurait été possible, bien évidemment. Je ne vais pas les reciter tous, mais voilà, vous savez à qui je pense.
Depuis notre arrivée, les demandes de témoignages ont été nombreuses. Bien, mon témoignage, en dehors de la partie commune à celle de tous les véhicules de ce convoi, qu'a raconté tout à l'heure Brice, c'est simplement celui d'un Alodien qui, accompagné de 2 autres personnes, en l'occurrence Cyril et Mathias, et là je parle de notre petit convoi, a vu l'horreur d'une zone d'accueil de réfugiés qui fuyaient la guerre. Ce qui nous a frappé tout de suite, c'est la réalité et l'horreur de la situation. C'est une réalité du quotidien, de l'urgence, de la survie, mais aussi de l'entraide. Comme une union sacrée face à l'incompréhension de tels conflits, engagés comme bénévoles dans ce centre commercial reconverti pour l'occasion en centre d'hébergement d'urgence, nous étions aux côtés d'autres bénévoles de différents pays venus spontanément apporter leur aide aux Ukrainiens qui fuient la guerre. À travers tous ces regards, tantôt là, tantôt résignés, en colère ou inquiets, ce sont les années les plus noires du continent européen que nous avons vu ressurgir. Cette sensation, comme inscrite dans notre ADN, nous a pris aux tripes et nous laissera sûrement une marque indélébile. Alors je ne vais pas essayer de décrire ici l'indescriptible, je ne vais pas essayer non plus de détailler plus encore ce qui se passe dans cette ville de Medica, si proche des conflits ukrainiens. C'est une question de respect, de pudeur, et aussi parce qu'il faut du recul et du temps sur place pour bien comprendre et donc justement retranscrire ce genre de choses. Pour finir, je souhaitais encore une fois vous remercier toutes et tous, à Allo et ailleurs, pour votre implication dans cette action. Aux côtés de mes compagnons de route, qui pour certains sont ici ce soir, et je vais encore les citer, parce qu'ils le méritent. Brice, bien sûr, vous le connaissez tous maintenant, mais aussi Christina, Mathias, Laurent, Ronan, Grégory, Christophe, et bien sûr Cyril, mon binôme de camion. Nous avons été très fiers d'être vos messagers, aussi bien à l'hôpital de Lviv qu'à la frontière ukrainienne. Porter vos dons, vos pensées, vos prières et vos vœux a été une expérience incroyable que nous devrons nécessairement renouveler bientôt, tant les besoins sont immenses sur place. Alors en notre nom à tous, merci encore. Merci Brice et Frédéric pour ce témoignage. Ouais, je trouve qu'au-delà des images qu'on peut voir à l'écran, ça humanise un conflit où vous avez vu ce que peut être la détresse de gens qui ont tout quitté derrière eux, les hommes de leur famille, leur habitation, leur quotidien. Et vous avez effectivement projeté derrière les photos, quelques-unes des photos de ce convoi et de cette formidable opération de solidarité menée par l'ensemble des Alodiens. On le disait, ça s'est traduit donc par cette collecte, 80 mètres cubes réunis en un temps record, avec aussi la participation de l'hôpital, des pharmacies, de tous les médecins, de beaucoup de professionnels de santé et de tout un chacun, comme l'a rappelé Brice Lacrezette à l'instant. C'est aussi une participation financière à travers la cagnotte en ligne qui a été mise en place avec l'aide donc de l'association Alodienne Action Humanitaire. Et ce sont plus de 10 000 euros qui ont été recueillis. Et cet argent-là, il est absolument indispensable. Et on peut applaudir tous ceux qui ont participé à cette cagnotte parce que ça permet de financer effectivement toute la logistique pour acheminer tout ce matériel directement sur place. Et on voit l'enjeu que ça peut revêtir et ça permet d'aider les populations locales de manière très concrète. Ce que vous n'avez pas abordé et qui est un sujet qui va devenir, je pense, de plus en plus d'actualité, c'est que vous avez ramené avec vous la première réfugiée officiellement accueillie sur le territoire communal, la personne de Natalia, qui est arrivée avec vous lundi, que vous hébergez, Brice, si je ne me trompe pas. Peut-être nous dire quelques mots à ce sujet. Donc en effet, on a pu faire venir 3 personnes, une maman, une adolescente et une jeune femme de 30 ans. Une jeune femme de 30 ans qu'on a hébergée, qu'on héberge chez nous. Et là, les besoins sont immenses, pas pour moi, mais dans l'organisation de comment ça va se passer par la suite. Donc je pense que les services, si vous pouvez nous aider un petit peu dans ce domaine-là, de comment voir vers quoi on va s'aiguiller. Parce que ces gens-là ont tout quitté, leur famille, la plupart, les papas évidemment qui restent sur place, les grands-parents qui bien souvent n'ont pas la capacité de pouvoir se déplacer pendant des heures tous les jours à pied pour rejoindre des points sur lesquels on peut évacuer les personnes, hein, puisque aujourd'hui on ne conduit pas en voiture pour rejoindre. Donc voilà, donc c'est à pied. Voilà, donc le mot réfugié.
prendre toute sa noblesse, quoi. C'est des réfugiés, ils ont tout perdu, quoi. Effectivement. Et donc on reçoit quasiment tous les jours des propositions de la part de familles allodiennes qui se proposent, qui disent « moi j'ai une chambre, moi j'ai un appartement, moi j'ai un studio que je peux mettre à disposition ». Donc aujourd'hui, l'organisation de ces familles ukrainiennes s'organise en lien avec la préfecture parce qu'il y a des enjeux liés à l'obtention de visas. Donc on travaille quotidiennement avec les services préfectoraux pour envisager un accueil un peu plus important de quelques familles dès lors que ça sera rendu possible. Et au-delà de ça, on met tout un protocole d'accueil sur lequel nous travaillons en lien avec Marie-Christine Cianarella, Corinne de Ranieri au nom du CCAS, pour qu'une fois que ces gens-là seront chez nous, qu'on puisse les accueillir dans les meilleures conditions. Ça commence par l'hospitalité, ça se poursuivra aussi peut-être par un accompagnement à l'apprentissage du français et à tout ce dont ils pourraient avoir besoin en termes de nourriture. Et tu parlais, Corinne, de l'épicerie sociale qu'on leur mettra naturellement à disposition. Mais pas que, si je peux me permettre Bien de sûr. faire une parenthèse, puisqu'on discutait tout à l'heure avec M. Lacrezette, c'est aussi voir toutes les démarches à faire au niveau de la préfecture, pour pouvoir, et au niveau de la Sécu, au niveau des comptes bancaires, tout ça, pour pouvoir vraiment les insérer parmi nous. Donc, je me suis proposé, en tant qu'élu aux Solidarités, de lancer la démarche auprès de la préfecture pour pouvoir savoir les tenants, les aboutissants, pour vraiment avoir cette aide administrative pour eux et pour les familles accueillantes aussi. Bien sûr. Élément très important donc, sur lequel on va continuer à travailler pour rendre cette aide la plus efficace possible. Je cite un dernier événement qui est très concret. C'est l'organisation d'un concert en solidarité donc, avec le peuple ukrainien qui sera organisé le 8 avril prochain dans l'église du village. Voilà, et donc l'entrée sera payante et tous les dons seront reversés via les actions humanitaires qui seront entreprises en faveur de l'Ukraine. Je vous remercie pour ce témoignage. Si vous n'avez rien à ajouter, on va pouvoir rester avec nous. On va pouvoir, donc, comme je l'ai dit, voter cette motion dont je vais vous faire la lecture à l'instant. Et après, cette subvention exceptionnelle en faveur de l'association allodienne Action Humanitaire. Donc, vous avez reçu sur vos tablettes cet après-midi la motion que nous avons tenu à vous envoyer quelques heures avant ce conseil municipal. Donc, je vais vous en faire la lecture. Donc, dans la nuit du 23 au 24 février 2022, les forces armées russes ont débuté une campagne de bombardement et d'invasion sur l'ensemble du territoire ukrainien, déclenchant un exode massif de la population civile. Plus de 3 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays à ce jour. Cette attaque constitue une rupture intolérable de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Le conseil municipal d'Alo affirme, si nous votons cette résolution, son attachement aux principes et aux idéaux républicains de liberté, de démocratie, d'égalité, ainsi qu'aux valeurs universelles de paix inscrites au sein des textes fondateurs du droit international. Notre Assemblée est solidaire des actions diplomatiques engagées par la France, l'Union européenne et les démocraties du monde entier afin d'éviter un emballement du conflit et de mettre fin à cette guerre qui a été déclenchée de manière unilatérale. Tout doit être mis en œuvre pour que la paix soit à nouveau une réalité sur l'ensemble du continent européen. Aujourd'hui, le principal enjeu, c'est celui de protéger les populations civiles ukrainiennes qui constituent une urgence absolue. Il est donc proposé que le conseil municipal d'Alo soit pleinement solidaire de toutes les actions qui, dans le respect du droit international et au titre de l'amitié et de la solidarité entre les femmes et les hommes, participeront à l'élaboration d'un programme durable en soutien à l'Ukraine afin de venir en aide à son peuple. Voilà le texte de la résolution. Est-ce qu'il y a une demande de prise de parole? Madame Robineau et après Monsieur Gonzalez. Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames et messieurs présents ici ce soir, allodiennes et allodiennes, cher Brice, après ce témoignage très émouvant de ce que vous avez vécu par ce convoi, montre combien l'évasion de l'Ukraine par la Russie nous oblige à regarder la réalité en face pour gagner en lucidité sur le monde actuel et sur la menace que font peser sur nous toutes les dictatures. À ce sujet, je tiens moi aussi à féliciter toutes celles et ceux qui se sont illustrés par leur dévouement et leur engagement envers les réfugiés.
ukrainien, et bien sûr, plus particulièrement, toi, Brice, Christina, Mathias, et toute l'équipe ici présente, et également notre conseiller municipal, M. Plat. Ce convoi, sans oublier également M. Lauger, qui est président de l'association, ce convoi de l'espoir, ainsi que toutes les initiatives prises par des bénévoles au bénéfice des déplacés ukrainiens, auront le mérite, en plus, d'inculquer à nos enfants les notions de partage et de solidarité. Alors bien sûr, je vais voter cette motion car toutes les initiatives qui vont dans ce sens sont utiles. Mais il faudrait, pour une prochaine motion, aller encore plus loin et appeler nos dirigeants des pays européens à isoler encore plus la Russie dans le domaine économique pour espérer retrouver la paix pour nos frères ukrainiens, mais aussi pour nous-mêmes. Je vous remercie. Tout ce que vous avez fait. Merci à vous. Monsieur Gonzalez, nous vous écoutons. Oui, je vous remercie, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Simplement vous dire en préambule le plaisir de vous revoir tous et de vous reconnaître enfin, sauf une dame en face de moi qui a son masque, je ne sais pas qui c'est, je ne la reconnais pas. Ah oui, ça va mieux, merci. Et le plaisir d'être ensemble avec un public qui assiste cette fois-ci à notre délibération. Alors, je vais ouvrir une parenthèse simplement qui n'est pas polémique, parce que nous allons voté, tout a été dit, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire notre collègue, Madame Robineau. Une parenthèse qui n'est pas polémique, c'est au sujet des motions. Nous avons un règlement intérieur, je crois que c'est l'article 21, qui stipule que les motions doivent être établies en fin du conseil municipal. Et là, elle est établie au début du conseil municipal. Je devine les raisons. Donc, ce n'est pas un problème pour nous, simplement parce que nous allons voter cette motion. D'autant plus que notre mouvement politique a condamné sans réserve l'invasion de l'Ukraine par la Russie au début de cette opération et que nous sommes en guerre finalement en Europe. Alors, je ne vais pas remercier à nouveau tous les participants à cette opération. Bravo, le Lions Club, M. Lacrezette, M. Frédéric Plat, etc. C'est très bien un élan de solidarité extraordinaire. Oui, nous sommes en guerre et on avait oublié que la guerre, c'est douloureux et il y a des morts. Ce n'est pas un jeu vidéo, malheureusement. C'est un drame humanitaire et c'est tout à fait normal que nous venions en aide à ces réfugiés qui sont vraiment dans le besoin. Je voulais simplement dire en plus que je suis très sensibilisé à ce genre de situation parce que je l'ai vécu moi-même. J'ai subi l'exode des rapatriés d'Algérie puisque je suis pied-noir, ça se reconnaît à mon accent. Et j'en garde une petite rancœur parce que finalement, je me suis rendu compte qu'à cette époque-là, l'accueil n'était pas tout à fait à hauteur de ce que nous méritions puisque certains partis politiques voulaient nous rejeter à la mer et d'autres nous envoyer dans les mines en Amérique du Sud. Voilà, donc nous sommes tout à fait d'accord. Il faut peut-être aller un petit peu plus loin. Vous l'avez initié en hébergeant des réfugiés. Ce sont des personnes courageuses parce qu'on reçoit ces réfugiés, ce sont des femmes et des enfants qui ont laissé là-bas leurs parents, leurs pères, leurs frères, leurs maris, qui se battent pour leur terre. Et ça, c'est tout à leur honneur. Et ces personnes que nous allons recevoir ici, si nous en recevons d'autres, elles ont vocation à retourner chez elles, bien entendu, pour reconstruire leur pays après cette guerre qui se terminera le plus tôt possible, nous l'espérons, bien évidemment. Voilà, merci. Merci pour votre prise de parole. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, nous allons pouvoir procéder au vote de cette motion en soutien au peuple ukrainien. On autorise exceptionnellement M. Brice Lacrezette à rester avec nous, mais bien naturellement, il ne prend pas part au vote. Donc, la motion de soutien au peuple ukrainien, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. La délibération et la motion est donc adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie.
Nous passons donc naturellement en ouverture de ce conseil municipal, toujours comme je vous l'ai dit, à la subvention à l'association Action Humanitaire que nous avons citée à plusieurs reprises depuis le début du conseil municipal. Donc vous savez que suite aux événements que nous avons rappelés en ouverture, que donc la commune s'est mobilisée pour accompagner les initiatives permettant de mettre à disposition des moyens municipaux et d'organiser cette collecte de produits de première nécessité en faveur du peuple ukrainien. Grâce à l'action de nombreux bénévoles, on les a cités, et notamment de Julian's Club et de l'association Action Humanitaire, le convoi a pu arriver à bon port, comme cela a été rappelé. Nous tenions, à travers cette délibération et cette subvention de 5 000 €, financer une partie de ce convoi et permettre aussi éventuellement de nouvelles opérations dont il faudra déterminer la forme dans les jours qui viennent. Nous en discutons déjà très activement. Il est proposé donc l'octroi de cette subvention à l'ONG Allodienne Action Humanitaire. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité et je vous en remercie. Je remercie aussi Monsieur Lacrezette. Nous allons ouvrir le reste de l'ordre du jour de ce conseil municipal avec le volet sécurité qui va nous être présenté par Monsieur Patrick Minéo, adjoint à la sécurité. Et je vous remercie de bien vouloir rejoindre vos camarades dans la salle de ce conseil municipal. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de ce témoignage et d'avoir été avec nous ce soir. On peut encore vous applaudir. Donc, comme indiqué, on va passer au volet sécurité du conseil municipal. Dans le cadre du plan sécurité, nous allons voter une demande de subvention auprès de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur qui prévoit des équipements complémentaires pour la police, les agents de police municipale. Je laisse Patrick Minéo, adjoint à la sécurité, nous faire la présentation de cette délibération. Merci Monsieur le maire, chers collègues. Effectivement, donc, dans la poursuite du plan sécurité engagé par notre municipalité et afin de renforcer et moderniser les équipements de la police municipale, il est proposé au Conseil de faire l'acquisition de 2 motos de type routière sportive et de 25 radios portatives dans le but d'améliorer le réseau radio existant. Le montant estimé de ces achats est de 50 680 € hors taxes. Ces acquisitions entrant dans le cadre du dispositif d'équipement de la police municipale financé par la région Sud, région Sûre. Il est proposé de solliciter l'octroi d'une subvention de 50% du montant hors taxe du coût de l'opération dans la limite de 50 680 € hors taxe, soit une subvention de 25 340 € hors taxe. Merci Patrick Minéo pour cette présentation. Donc, il y a le financement de ces radios portatives qui facilitent le travail de nos agents de police municipale au quotidien. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est l'acquisition de ces 2 motos qui vont nous permettre de relancer une vraie brigade de 2 roues à l'échelle de la commune pour permettre à nos agents de police municipale de se déployer plus efficacement sur l'ensemble du territoire communal. Ça participe à notre ambition, comme vous le savez, en matière de sécurité. Nous avons recruté des agents de police municipale. Nous sommes passés entre 2020 et 2022 de 14 à 20 agents de police municipale, sans compter la dizaine d'ASVP et les agents du centre de supervision urbain. Nous avons augmenté le nombre de caméras de vidéoprotection. Vous savez qu'avant la fin de l'année, nous aurons 150 caméras sur l'ensemble du territoire communal. Nous avons élargi les horaires d'intervention sur la commune, avec notamment des horaires en soirée élargis. Nous travaillons activement, comme on l'a rappelé lors du vote du budget en janvier, à la création du poste central de police municipale qui verra le jour au niveau du rond-point du jet d'eau. Et donc, cette délibération va nous permettre notamment de recréer une vraie brigade motorisée, sachant que les agents qui ont été recrutés, comme vous le savez, ont pour certains d'entre eux leur permis moto, ce qui va permettre de recréer cette brigade comme elle existait il y a de ça quelques années. Effectivement, monsieur le maire, si je peux rajouter que ces policiers seront formés prochainement dans les écoles de la police nationale, donc ce seront des vrais spécialistes, que nous avons vendu les vieilles motos qui sont aujourd'hui en vente sur le réseau afin de financer les nouvelles motos autoroutières, et que les motos qui étaient des motos cross sont peut-être mises à disposition du service de l'environnement pour lutter contre ces délinquants, je dirais, de nos collines qui viennent nous perturber et notre faune, notre flore et puis nos riverains. Voilà, donc c'est important de le signaler. Et j'en profite ensuite, avant de taper sur la vidéo, de féliciter vraiment l'effort qui est fait par l'ensemble des agents de la police municipale, dirigé par notre chef de service, Madame Moretti,
qui fait un effort considérable, croyez-moi, pour augmenter. Et je tenais, avant d'ouvrir donc le conseil municipal, j'avais une bonne nouvelle. On a eu hier quelqu'un qui est venu, donc je ne peux pas en parler parce qu'on est dans une procédure, mais nos caméras ont fait preuve de grand intérêt puisqu'on a permis d'interpeller des délinquants qui auraient jeté des détritus dans nos collines. Et c'est important quand on les attrape, parce que ce n'est pas facile tous les jours. Mais là, je suis fier d'eux. Je suis fier du travail qui est fait par les agents du CSU. Vous saurez bientôt ce dont il en est, parce que une procédure qui est en cours. Voilà, donc encore un grand merci à nos policiers qui n'hésitent pas à modifier leurs jours, leurs heures, leurs week-ends et leurs nuits pour venir nous surveiller, nous protéger. Merci Patrick Minéo pour cette présentation assez exhaustive. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet, Monsieur Gonzalez ? Merci, Monsieur le maire. Bien évidemment, nous sommes pour tout ce qui peut aller dans le sens de l'amélioration des conditions de travail, donc de l'efficacité de nos policiers municipaux. Et nous sommes aussi, nous le répétons chaque fois, vous allez dire que je radote, pour une augmentation des effectifs de la police. Ça va dans le bon sens, effectivement, vous venez de le dire, Monsieur le maire et Monsieur Minéo, et nous en sommes satisfaits, mais je pense que nous ne sommes pas encore à l'optimum de ce qu'il nous faut. Nous parlons des motos. Nous aurions aimé qu'il y ait une brigade motocycliste pour sillonner occasionnellement ou d'une façon aléatoire les collines, parce que vous l'avez souligné, M. Minéo, beaucoup de personnes font preuve d'incivilité. Et s'il n'y a pas une présence, maintenant c'est la peur du gendarme, malheureusement de nos jours, les gens n'ont plus le sens du civisme, c'est la peur du gendarme. Donc nous aurions bien aimé qu'il y ait la création vraiment d'un service sur moto, quitte à avoir des gardes champêtres qui ont d'autres prérogatives que les policiers municipaux. Voilà. Oui. En dehors de cela, j'avais une question. Nous aurions aimé avoir, si c'est possible, le graphique des missions qui sont écoulées sur l'année précédente de la police municipale. Je sais que ça se fait dans certaines communes. On le communique aux élus, et en particulier aux élus de l'opposition qui n'ont pas toujours l'occasion d'assister aux réunions. On aurait bien aimé avoir ce graphique tout simplement pour avoir une vue générale de tout ce qui se passe dans notre commune et de l'efficacité de notre police que, effectivement, aussi à notre tour, nous remercions. Merci à vous pour votre intervention. Ça va nous donner l'occasion de compléter avec d'autres dispositifs, effectivement, en lien avec la protection de nos massifs et de nos collines. Il n'y a aucune difficulté à ce qu'on puisse vous transmettre, parce que ces documents ont même vocation à être rendus publics, les bilans que nous faisons régulièrement. Donc il y a une réunion mensuelle qui est menée à l'échelle du canton, on va dire du canton vert, c'est-à-dire les communes d'Allot et de Plan-de-Cuc. Il y a ces réunions aussi citoyennes auxquelles nous assistons et auxquelles nous associons la préfecture, le procureur et tous les acteurs au quotidien des enjeux de sécurité et de justice. Vous savez qu'un des grands combats que nous menons, notamment avec le maire de Plan-de-Cuc, Laurent Simon, c'est celui de retrouver aussi une des vrais effectifs de police nationale au commissariat de Plan-de-Cuc, qui est censé gérer la sécurité et la police secours, notamment sur notre territoire communal, parce que je le rappelle, la sécurité, c'est une prérogative de l'État. Nous consacrons à la sécurité à l'eau quasiment 10% de notre budget communal. C'est un vrai effort, un vrai choix politique, mais elle n'a pas vocation à se substituer aux effectifs de police nationale. Je le rappelle, ça doit venir en complément, et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on a l'occasion de le rappeler, nous mettons la pression sur les effectifs, sur la préfecture, sur madame la préfète de police, pour obtenir, je l'espère, prochainement des renforts de police au commissariat de Plan-de-Cuc. Sur le volet que vous évoquiez, à savoir comment mieux gérer les incivilités qui peuvent se faire jour en colline, il y a deux éléments. D'une, un agent qui patrouille avec un véhicule et qui est dédié à ces missions-là, mais c'est vrai qu'il n'a qu'un seul véhicule et que donc il peut pas. C'est difficile de contrôler les 4000 hectares de nos collines, hein, ça fait partie de notre patrimoine naturel, et on parlera un peu plus tard dans ce conseil municipal de l'opération de reboisement qui est programmée ce dimanche et à laquelle on vous invite à participer. Et justement pour pallier ces difficultés avec les autorités de la gendarmerie, l'ONF, je vais laisser Frédéric Plat, qui est adjoint à l'environnement, au-delà de ses participations aux actions humanitaires, et qui va nous décrire un peu l'opération qui a été menée un dimanche au mois de janvier pour justement limiter les effets néfastes et notamment la fréquentation dans nos massifs alors que c'est interdit par des motocross, par des quads ou par des usages qui sont pas respectueux de l'environnement et de tous ceux qui souhaitent profiter de ces espaces naturels en toute quiétude. Absolument, Monsieur Gonzalez, ça vous a peut-être pas échappé. On a organisé déjà une journée
en partenariat avec l'ONF. Une journée qui a été pas couronnée de succès, on ne peut pas dire cela, mais qui aura au moins eu le mérite d'envoyer un signal assez fort aux gens qui se baladent dans les massifs avec des motocross et des quads, puisque 3 personnes ont été interpellées. Voilà, ce sont des journées qui ont été réalisées à notre demande, je tiens à le préciser, puisque depuis que nous sommes arrivés dans cette municipalité, on a rencontré à plusieurs reprises avec tous les éléments du service environnement, les responsables du service ONF, pour vraiment pousser la porte au maximum à l'organisation de ces journées-là. Donc une première journée a été organisée, et le responsable de l'ONF local, qui vient d'être nommé très récemment, qui arrive de Mayotte, nous a signalé d'une manière très ferme que 3 autres journées comme celle-ci seraient organisées d'ici la fin du printemps. Donc bien évidemment, on sera tenu au secret jusqu'à J-1, J-2, pour que ça ne s'ébruite pas évidemment. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, comme l'a signalé M. Minéo tout à l'heure, nous avons souhaité garder 2 motocross dans l'éventualité où nous puissions les faire utiliser par des personnes du service environnement ou du comité feu qui seront bien entendu formées au préalable à l'utilisation de ces motos, non pas pour faire de la répression cette fois, mais plutôt de la sensibilisation et de la présence pure dans le massif. Et pour terminer, en termes de protection de massif, nous avons aussi installé des caméras à pièges que nous déplaçons très régulièrement et qui nous a déjà servi à appréhender une personne sur Marseille qui a déchargé. Voilà, Monsieur Gonzalez. Voilà, donc c'est très complémentaire. Un dernier mot, Patrick. Oui, dernier mot. Oui. Nous avons recruté dernièrement des policiers municipaux qui sont des vrais motards spécialisés déjà, formés, et on réfléchit, à l'heure où je vous parle, à la création d'une brigade ponctuelle dans nos collines, en complémentarité avec les motards donc, de prévention. Donc très prochainement, vous aurez des motards qui feront des patrouilles le mercredi, enfin, on ne dira pas les heures ni les jours, mais des motards spécialisés de la police municipale, aguerris et formés. Voilà, sachant que, comme vous le savez, donc, le bon ratio en matière de police municipale, c'est à peu près 1 agent pour 1000 habitants. Donc là, on arrive à un effectif de 20 agents. Donc on s'approche, vous savez que la commune a entre 21 000 et 22 000 habitants. On s'approche des communes les plus ambitieuses, ou celles en tout cas qui donnent le plus de moyens humains à la lutte pour favoriser et renforcer la sécurité sur le territoire communal. S'il n'y a pas d'autres interventions sur le sujet, je vais faire procéder au vote de cette délibération qui s'intègre donc au plan de sécurité. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Toujours sur le volet sécurité, un autre dispositif qui va être déployé dans les semaines et les mois qui arrivent, c'est celui de la mise en place de boutons d'alerte citoyen dans l'espace public. Et donc nous vous présentons ce dispositif au gré de cette demande de subvention que nous formalisons auprès de la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je laisse à nouveau Patrick Minéo, adjoint à la sécurité, nous faire la présentation de ce rapport. Merci, Monsieur le maire. Effectivement, donc, c'est les boutons alerte. Donc, la démarche proactive en matière de sécurité nous conduit à augmenter le nombre de caméras de vidéoprotection qui, à ce jour, est de 124. Donc, on a bien monté, et 150 à la fin de l'année. Mais aussi renforcer les équipes de la police municipale ainsi que la réalisation d'un plan de lutte contre les cambriolages avec l'opération Voisins Vigilants. Bon. Afin de compléter ce dispositif, il est proposé de positionner des boutons alerte citoyens au cœur des lieux sensibles de la commune, de façon à permettre aux administrés de pouvoir prévenir d'un quelconque danger aux abords des différents sites visés. Le coût de la mise en place de ces premiers boutons alerte serait de 20 000 € hors taxe. Il est proposé à l'Assemblée de solliciter une aide financière auprès de la région Sud à hauteur de 50% hors taxe, dans la limite des 20 000 €, soit une subvention maximale de 10 000 €. Merci beaucoup. Donc effectivement, une fois que nous aurons obtenu cette subvention, nous souhaitons passer dans une phase de préfiguration et d'installation de ce dispositif, en installant donc ces boutons alerte dans l'espace public, sur la place de l'Église, sur le cours du 11 novembre au niveau du terminus du bus 144, au cœur du logis neuf, au cœur de la Punch, et après on réfléchira à un déploiement aux abords du collège, aux abords du lycée, et on conventionnera aussi éventuellement, si ça peut avoir un intérêt, sur les pôles commerciaux de la commune, et là où il y a des distributeurs de billets qui sont, vous le savez, des sites potentiellement sensibles. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, je soumets immédiatement cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie.
Nous passons au troisième et dernier point de ce volet sécurité, avec le raccordement et l'installation de matériel de vidéoprotection dans le cadre d'une convention avec le CCAS, parce que ça participe à l'effort de sécurité, notamment de nos agents qui travaillent au quotidien au service des autres, au sein du Centre communal d'action sociale. Je laisse Patrick Minéo nous faire la présentation de ce rapport. Oui, merci Monsieur le maire. Effectivement, dans ce lien qui nous lie au CCAS, il est important d'assurer leur sécurité. Donc, le CCAS dispose d'un système de vidéoprotection composé de 2 caméras reliées à un écran qui ne permet pas l'enregistrement des images et qui, de surcroît, est assez obsolète. Afin d'assurer la sécurité des usagers et des agents, il est proposé d'installer 2 caméras permettant de visualiser la cour donnant accès au bâtiment et le hall d'entrée du CCAS. Les services rendus par la commune d'Allauch le seraient à titre gracieux. L'acquisition du matériel et des travaux associés resterait à la charge du CCAS. Ainsi, je vous propose d'approuver et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention de raccordement et installation du matériel de vidéoprotection entre la commune d'Allauch et le Centre communal d'action sociale pour une durée de 5 ans. Merci Patrick Minéo pour cette présentation. Je vais passer la parole rapidement à Marie-Christine Cianarella, qui est en charge de CCAS. Oui, bonjour à tous. Oui, effectivement, cette résolution vient en réponse à certaines problématiques qui se sont posées au sein du CCAS, avec certaines violences qui se sont manifestées auprès des agents d'accueil notamment. Donc on est très content d'avoir cette sécurité-là, de pouvoir avoir les images pour pouvoir relater ce qui peut nous arriver et encourir, donc prendre les dispositions pour prévenir ces actes-là et éventuellement les réprimer s'il y en a besoin. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Donc ça permet de protéger nos agents. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet ? Pas de prise de parole, donc je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. On passe au volet suivant. Après la sécurité, celui de l'environnement et de la protection animale, avec la délibération numéro 32 qui concerne une demande de subvention auprès du département afin de mener à bien la désimperméabilisation des sols et la végétalisation de la cour d'école du groupe scolaire de Piédeloterie. Je laisse Frédéric Plagavaudan, l'adjoint à l'environnement, nous en faire la présentation. Merci Monsieur le maire. Alors je vais avoir une volée de délibération à vous présenter qui concerne l'environnement. Donc on revient des choses un peu plus terre à terre. Donc désimperméabilisation. Depuis de nombreuses années, pour des raisons souvent techniques et pratiques, la tendance générale a été d'user de la solution dite du tout revêtu sur les domaines communaux. Avec le dérèglement climatique qui s'accélère, le développement de revêtements filtrants et une prise de conscience générale des enjeux environnementaux, désimperméabiliser les sols et requalifier les cours d'école est devenu central. Notre commune tend à devenir l'une des premières communes éco-responsables de notre bassin de vie et se doit d'être au rendez-vous de ces grands enjeux. Dans cet esprit, l'école de Piédeloterie a été identifiée comme site pilote de la première phase du plan de végétalisation qui verra la plantation de plusieurs milliers d'arbres dans tous nos noyaux villageois. Le but de cette opération, qui consiste à traiter les 1000 m² de la nouvelle cour d'école qui accueille quotidiennement 130 enfants, permettra d'améliorer le bien-être et la santé des enfants et des autres usagers potentiels, d'étendre les espaces naturels et soutenir ainsi la biodiversité locale, de réduire les risques d'inondation en restaurant la perméabilité des sols et sensibiliser les plus jeunes aux enjeux environnementaux. Alors sur la partie technique, le montant des travaux est estimé à 85 000 € hors taxes. Ces travaux entrant dans le cadre du dispositif des travaux de proximité financés par le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, il est proposé de solliciter l'octroi d'une subvention de 70% de ce montant, du coût de l'opération dans la limite de 85 000 € hors taxes, qui est le cas de travaux, soit une subvention maximale de 59 500 € hors taxes. Merci beaucoup. Avec Stéphanie Gréco de Coningue et tous ceux qui sont impliqués dans la vie éducative au quotidien en faveur des enfants de notre commune, il est vrai que les enfants eux-mêmes nous réclamaient à ce qu'on puisse traiter cette cour d'école qui à l'origine était un terrain de sport qui se trouve donc entre l'école maternelle et l'entrée des plus grands à Piédeloterie, assez visible depuis le parking à côté du complexe sportif. Et cette cour a été ouverte au gré de tous les événements Covid qu'on a pu connaître pour qu'il y ait moins de monde et moins de densité
biodiversité dans les cours d'école et essayer de limiter la propagation du virus. Et là, donc les enfants nous réclamaient un aménagement adapté et ils ont raison. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire de Piédautry l'école pilote en matière de végétalisation de l'ensemble des groupes scolaires. Et donc ces travaux sont programmés pour être réalisés durant les vacances scolaires de l'été prochain. Ils ne seront pas supervisés par l'élu au service technique, à savoir M. Christian Lartaud. Donc c'est un travail coopératif qui deviendra opérant pour la prochaine rentrée scolaire au bénéfice des enfants de Piédautry. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet ? S'il n'y a pas de prise de parole, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? Cette délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la deuxième délibération en lien avec le volet environnemental, avec, on en parlait tout à l'heure, la journée de reboisement qui a lieu ce dimanche et avec une série de participations financières. Vous savez qu'on travaille en lien avec Laurent Castillo, notamment à augmenter le nombre de partenaires privés de la commune pour que ça vienne alléger le budget municipal, qu'on puisse le consacrer à d'autres actions en faveur de la population d'Allauch. Et donc je laisse Frédéric Plat-Gavaudan, en tant qu'adjoint à l'environnement, nous présenter cette délibération. Merci Monsieur le maire. J'ai un peu de boulot ce soir. Alors comme chaque année, notre commune organise une grande séquence de reboisement qui a démarré en début de mois de mars avec les enfants des groupes scolaires allodiens qui, accompagnés des équipes du comité feu d'Allauch et du service environnement, ont commencé à apporter leur contribution aussi bien dans le massif du Garlaban que dans celui de l'Étoile. Au cœur de cette opération d'envergure qui durera plusieurs mois, la journée de reboisement célèbre cette année sa 8e année au cœur de nos collines. Cette opération que nous souhaitons renforcer au fil du temps, avec notamment l'intervention d'acteurs des massifs et de l'environnement, a été créée en réaction au terrible incendie de 1997 qui a ravagé une grande partie de notre domaine forestier. Depuis sa création, la mobilisation citoyenne des Allodiens a permis de mettre en terre près de 36 000 feuillus adaptés à notre territoire. Donc à l'occasion de cette journée de reboisement qui se déroulera le 20 mars prochain, c'est-à-dire dimanche, celui-là, celui qui arrive, donc comme l'a dit Monsieur le maire, vous êtes tous conviés à nous y rejoindre. Sur le site de la Limace, plusieurs organismes engagés dans la protection du développement durable et la protection de l'environnement ont souhaité participer financièrement, et je vais vous en faire le détail. Donc nous avons la société IES Ingrédients pour une donation à hauteur de 2 500 €, l'agence ERA pour une dotation à hauteur de 2 000 €, la Caisse locale du crédit agricole Plan de Cuc pour une donation à hauteur de 500 €, le Crédit mutuel à le Plan de Cuc 500 €, la société Médiagnostiqueur 500 € aussi, la société ABC Valerio Motoculture 250 € et l'ADNA pour une donation de 200 arbres, en espérant que le beau temps soit de la partie ce dimanche à Allauch, à la Limace, donc du côté de l'Étoile, près du stand de tir pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Merci pour cette présentation. Donc, cette journée de reboisement aura lieu donc ce dimanche de 9h à 16h, juste après le stand de tir sur le chemin Notre-Dame-des-Anges. Vous êtes invités à y participer et si jamais il fallait finir de vous convaincre, vous savez que la municipalité offre l'apéritif à la mi-journée, ce qui donnera peut-être un peu plus d'élan à certains pour nous rejoindre dans nos collines au bénéfice de nos magnifiques espaces naturels. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite prendre la parole sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, je soumets immédiatement cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous suivons le volet environnemental avec la délibération numéro 34 relative au programme d'amélioration de la forêt communale. Et je laisse à nouveau la parole à M. Frédéric Plat-Gavaudan. C'est le marathon ce soir. Donc, dans le prolongement des journées de reboisement organisées chaque année, la commune, dans sa démarche consistant à solliciter massivement les soutiens financiers des collectivités dont elle dépend, sollicite cette année encore une aide auprès du conseil départemental afin de continuer à préserver nos collines. Les espaces naturels représentent 80% de notre territoire, soit environ 4000 hectares, qu'il nous appartient de protéger et de préserver. Un programme d'amélioration de la forêt communale est ainsi reconduit en 2023 sur les parcelles cadastrées AV42, AV38, AV60 et AV59 et consistera, pour être très précis, en un dépressage des jeunes pins avec échenillage manuel sur une surface de 3 hectares, la remise en état d'un chemin de desserte sur 1500 mètres linéaires, la préparation des sols et la création de potées, la fourniture de 3000 plants forestiers qui viendront renforcer les populations d'arbustes déjà présents. Donc le montant de ce programme a été estimé à 46 500 € hors taxes, soit 55 800 € TTC, et ce programme pouvant être subventionné par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Il est donc
proposé de solliciter une subvention maximale de 60% du montant hors taxe des travaux, soit 27 900 €. Merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a une demande de prise de parole sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, je fais procéder immédiatement au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération suivante, à savoir une demande d'aide financière auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône pour soutenir notre investissement en faveur de l'amélioration thermique des bâtiments communaux. Là aussi, c'est Frédéric Plat-Gavaudan qui nous en fait la présentation. Oui, tout à fait, monsieur le maire. Alors là, je m'exprime en soutien de monsieur Lartaud, qui s'est occupé de ce projet en amont et qui va le suivre en aval. Donc soutenir les efforts en termes d'environnement, c'est s'assurer que nos bâtiments communaux soient le plus sobres possible en termes de consommation d'énergie. Dans cet esprit, il est proposé de soumettre à la préfecture une demande de subvention visant à améliorer l'isolation thermique de certaines propriétés communales éligibles à la dotation de soutien à l'investissement local. Ce programme de travaux ambitieux s'inscrit dans le cadre de la seconde tranche d'un marché public à performance énergétique, dont les objectifs sont d'améliorer le rendement et le confort des bâtiments, notamment des écoles, tout en réduisant leur empreinte carbone. Ces travaux s'étendraient sur 7 bâtiments et installations essentiellement à destination des jeunes publics, donc écoles et équipements sportifs, mais aussi aux locaux administratifs. Alors là, c'est pareil, j'ai quelques chiffres. J'imagine que ce n'est pas ce qui vous passionne le plus. Mais on aura un total d'opérations, oui, effectivement, pardon, excuse-moi, de 351 400 €, qui seront financés à 50% par le conseil départemental, soit 175 700 €, par la DSIL à 105 420 €, et l'autofinancement communal, c'est le minimum, c'est 20%, donc 70 280 €, ce qui devrait nous faire de belles économies dans les années à venir. Voilà, des chiffres importants, notamment pour M. Tomaselli, l'adjoint aux finances, naturellement. Et vous voyez que la part communale, on l'a réduit à la portion congrue, conformément à notre politique de subvention, pour trouver des ressources financières auprès de toutes les collectivités, de tous les partenaires financiers que nous pouvons solliciter. Et là, nous en avons encore un élément très concret. Et cette opération, elle a un enjeu environnemental. Il y a cet enjeu financier qui est géré à travers la demande de subvention. Et elle aura d'autant plus d'importance aussi, vous n'êtes pas sans savoir, la hausse conséquente des prix de l'énergie qui est en cours et qui ne va pas être améliorée avec le conflit ukrainien. Vous savez que le gouvernement a voté une forme de bouclier fiscal et énergétique avec une limitation des coûts de l'électricité à 4%, mais il faut savoir que pour les collectivités, cette hausse va se répercuter avec d'autant plus de force et il se peut que nous payions l'électricité dans le cadre du SMED, qui est un syndicat qui réunit à peu près 150 collectivités dans le département des Bouches-du-Rhône. On anticipe une hausse du coût de l'énergie de 200%. Donc on aura l'occasion d'en reparler au cours de l'année, notamment au moment du vote du budget supplémentaire, parce que même si nous avions anticipé une hausse des coûts de l'énergie au moment du vote du budget en janvier, aucune commune n'avait anticipé une hausse dans de telles proportions et qui malheureusement risque de ne pas aller en se résorbant compte tenu du contexte international. Mais on ne va pas rentrer dans ce débat, mais d'où l'importance d'améliorer l'isolation thermique de nos bâtiments communaux à plusieurs titres. S'il n'y a pas de demande de prise de parole sur le sujet, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération suivante qui aurait dû être présentée par Madame Isabelle Lévy et on la salue parce qu'elle est souffrante et bloquée chez elle. Et du coup, c'est Frédéric Plat-Gavaudan qui nous fait aussi la présentation de cet atlas de la biodiversité communale avec la signature d'une charte qu'il va vous présenter. Merci, monsieur le maire. Vous voyez, vous pensez que ça allait être les vacances en rentrant, mais non, pas du tout. L'atlas de la biodiversité. Donc, nous avons souvent tendance à méconnaître le terme biodiversité. Sans entrer dans les détails, c'est l'ensemble des espèces vivantes présentes sur la Terre, donc plantes, animaux, micro-organismes et gènes, et les liens qu'elles tissent avec les communautés formées par les espèces et les habitats dans lesquels ils vivent. En clair, il s'agit de la diversité biologique qui est tout autour de nous, dans toute sa pluralité. À l'eau, ce sont près de 1600 espèces différentes qui ont été recensées, soit 27% de la faune et de la flore terrestre de l'ensemble du territoire métropolitain. C'est un chiffre considérable. Aujourd'hui, il est essentiel que chaque territoire, chaque commune soit attentif à cette précieuse cohésion. Ainsi, l'ABC communal dresse un inventaire local de la biodiversité de la commune, végétale et animale, ainsi qu'une cartographie des habitats naturels. Ce document, qui mobilisera des équipes très spécialisées pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, sera financé à hauteur de 80% par l'Office français de la biodiversité.
Il s'agit donc d'un outil stratégique détaillant les enjeux de la biodiversité sur un territoire et qui permet d'organiser des choix clairs qui auront une influence directe sur les écosystèmes. L'ABC étant une démarche volontaire, il permet aussi aux équipes municipales, aux habitants et aux usagers de s'approprier ces enjeux, d'être acteurs de leur territoire et de devenir plus réceptifs à la notion de responsabilité environnementale. Il permet de créer un échange entre les différents acteurs locaux pour valoriser, sensibiliser et protéger l'environnement. Car une commune qui connaît la nature, l'emplacement et la population de sa faune et de sa flore sera plus à même de protéger sa biodiversité et de prendre les décisions les plus justes possibles pour la protéger. Merci. Merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a une demande de prise de parole sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité, je vous en remercie. Nous passons à la convention suivante, qui aurait dû être là aussi présentée par Madame Isabelle Lévy. C'est une convention de sylvopastoralisme que nous renouvelons avec les ânes de Madame Bénédicte Bègue, qui vont pouvoir œuvrer sur les terrains communaux comme ils l'ont fait durant toute l'année dernière. Je laisse Frédéric Plat nous en faire la présentation. Merci encore. Depuis l'année dernière, une convention est signée entre la commune et Madame Bénédicte Bègue, éleveuse, qui met à disposition 10 de ses ânes pour effectuer des débroussaillements naturels sur les terrains communaux. Alors, Madame Bénédicte Bègue, c'est une éleveuse qui demeure dans le 05 et qui, depuis, donc, comme je vous le disais, l'année dernière, fait transhumer ses ânes pour venir nous aider à faire un petit peu d'éco-pâturage, puisque, bien évidemment, l'idée, c'est d'utiliser le moins de machines possible et d'être le plus naturel possible. Cette action pourrait, cette année, se réaliser sur les parcelles communales cadastrées AV 245, chemin de Mimé, section HB 19, chemin de Bellevue. Il est rappelé à l'Assemblée que, par délibération, Mme Bénédicte Bègue avait été autorisée par convention à faire pâturer les parcelles communales cadastrées AV 245 et HB 19 pour une durée d'1 an. Je profite aussi de cette délibération pour signaler à tous les Allodiens qui nous écoutent que Mme Bègue intervient chez les propriétaires privés qui le souhaitent, et on sait aujourd'hui l'importance de ce genre d'intervention, d'éco-pâturage, de sylvopastoralisme pour le traitement des déchets verts, qui est un vrai problème aujourd'hui dans notre commune. Et donc c'est une des solutions qu'on peut envisager pour débroussailler son terrain ou désherber. Voilà. Merci pour cette présentation. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin pour réaliser des éco-pâturages, même sur vos terrains privés, à solliciter le service de protection des collines qui vous mettra en relation avec soit Madame Bègue, soit aussi des associations comme les Ailes de l'APA qui peuvent faire déplacer des bêtes pour faire mener ces opérations 100% naturelles. S'il n'y a pas de demande de prise de parole sur le sujet, M. Gonzalez a demandé la parole. On la lui laisse avant de procéder au vote. Merci, monsieur le maire. Vous voulez un âne chez vous, monsieur Gonzalez? Mais il y en a déjà un. C'est ce que me dit ma femme tous les jours. C'est pas moi qui l'ai dit. Alors, tout simplement, je regrette que Isabelle, excusez-moi, Madame Lévy-Fanucci ne soit pas là, parce que j'avais un sujet à lui soumettre, et peut-être est-ce qu'elle s'en est déjà occupée. Vous le savez, nous avons pas mal de troupeaux de chèvres dans la commune, des chèvres sauvages qui sont devenues sauvages. Et il y a un petit troupeau que je voulais lui signaler, mais peut-être s'en est-elle déjà occupée, et qui se situe à la Verte, sur le flanc nord, en haut du chemin de Capitaine Guillonnet. Elles ne sont pas très nombreuses, ces bêtes-là, mais elles souffrent. Et je sais que Madame Lévy s'occupe, et on peut la féliciter du travail qu'elle fait, parce qu'il y a tellement d'imbéciles sur Terre qui martyrisent les animaux que trouver quelqu'un qui se dévoue à la cause animale, c'est bien. Donc, au sujet de ces chèvres, je sais qu'elles souffrent en particulier en été, parce qu'elles sont dans un endroit aride, et je sais qu'elles souffrent parce qu'elles se rapprochent des maisons et essayent de boire un petit peu là où elles trouvent de l'eau, mais il n'y en a pratiquement pas. Et j'ai eu l'occasion de les aider un jour parce que j'ai joué le rôle de sage-femme. Vous voyez, je ne suis pas une femme, je ne suis pas toujours sage, mais là, j'ai été utile. Et ces bestioles sont reconnaissantes. Elles viennent tous les ans dans mon jardin, à l'époque où les abricotiers fleurissent et ont des fruits, et elles se régalent des feuilles tendres et des fruits et de l'écorce de mes arbres. Alors j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose, malgré l'amour que je porte à ces petites bêtes-là, qu'on fasse quelque chose pour essayer de les éloigner ou de réduire leur nombre, tout simplement. Voilà. Donc c'est un message que j'adresse à Madame Lévy-Fanucci.
Oui, merci. Merci. On le lui transmettra pour être Oui, bien sûr sûr. qu'elle soit au courant, en lien avec le service là, qui s'en occupe au quotidien, et peut-être les intégrer, comme vous savez, aux abords du village. Elles sont prises en charge par la commune. On se charge de la stérilisation, de leur apporter de l'eau, des soins médicaux, vétérinaires quand c'est nécessaire. Et donc, elles pourront éventuellement être intégrées, si besoin en est, dans le cadre de cet espace qui leur est réservé et qui est à peu près sécurisé en bord de route. En tout cas, je suis plutôt satisfait parce que depuis qu'on a mis les panneaux, les gens sont un peu plus responsables et s'arrêtent moins, en dépit de toute considération liée à la sécurité routière. S'il y a pas d'autres demandes de prise de parole, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est adoptée là aussi à l'unanimité, je vous en remercie. Nous pouvons passer au volet suivant qui concerne une convention de prêt à usage sur un canton de la forêt communale relevant du régime forestier. Et c'est là aussi Frédéric Plagavaudan qui nous en fait la présentation en remplacement de Madame Isabelle Lévy. Merci, monsieur le maire. Là, on va poursuivre sur le débroussaillage naturel. Monsieur Gonzalez, je sais que ça vous passionne. Donc, c'est la même chose. On travaille donc avec le CERPAM, le Centre d'études de réalisation pastorale Méditerranée, qui a identifié une zone pastorale qui représente pour la commune d'Allot une surface de 31 hectares, 31,52 hectares. Le CERPAM donc, nous a proposé l'intervention de monsieur Sébastien Dany, qui est éleveur, pour faire pâturer un troupeau de 120 brebis, 4 chèvres et une ânesse. L'objectif de cette action permet de prévenir contre les incendies. Cette technique alternative aux engins thermiques permet d'entretenir les abords des pistes des FCI. Ensuite, sous un angle biodiversité, cette pratique dynamise tout l'écosystème des milieux ouverts, un des enjeux phares de Natura 2000, ce qui est notre cas puisqu'une grande partie de notre massif est sous couvert Natura 2000. Ainsi, il est proposé d'autoriser la mise à disposition des parcelles communales et d'autoriser donc monsieur le maire ou son représentant à signer la dite convention. Merci, donc on est un peu dans le même volet. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je la soumets, cette convention, immédiatement à vos votes et à votre approbation. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est adoptée à l'unanimité, je vous en remercie. Nous passons à 2 conventions supplémentaires avec des associations bien connues et qui œuvrent au quotidien en faveur de la protection animale sur le territoire communal. L'association d'intervention logistique, entraide et soutien de la protection animale, donc, dont je salue la présidente, à savoir Madame Fabienne Jardin, et l'association La Féline, qui s'occupe plus particulièrement de nos amis les chats, et sa présidente, de Madame Dominique Hassan. Et là aussi, c'est Monsieur Frédéric Plagavaudan qui remplace Isabelle Lévy et qui nous fait la présentation de ces 2 conventions. Oui, absolument. Alors, dans le cadre de sa politique pour la protection animale, la commune poursuit son action auprès des populations de chats errants, en reconduisant son partenariat avec les associations La Féline et les Ailes de l'APA, qui font toutes les 2 donc, le même travail de stérilisation, de capture et de stérilisation. Ces 2 structures aident activement les équipes du service environnement au piégeage et à la stérilisation des chats sur le territoire communal. Il est rappelé que cet engagement conclu sans aucune rémunération des 2 parties, mis en place pour 1 an, est arrivé à son terme. Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au conseil municipal d'adopter ce projet de délibération et la reconduction de ces 2 partenariats. Merci pour cette présentation. Monsieur Gonzalez. Merci, monsieur le maire. Alors, simplement, pour remercier effectivement ces 2 associations, j'ai eu l'occasion d'avoir affaire à elles dernièrement, en particulier aux Ailes de la PA, de Madame Jardin. Alors, je n'ai pas appelé Madame Lévy parce qu'il était très tôt le matin, mais effectivement, cette association, je suppose que toutes les 2 travaillent de la même façon, est intervenue rapidement et m'a dépanné pour des affaires de petits chats abandonnés ou de petits chats accidentés. Donc bravo à elle, merci à elle. Mais je ne fais pas cette intervention simplement pour les remercier. J'aimerais savoir aussi le bilan de leur action pour l'année passée. Combien de chats capturés, stérilisés? Quel est le bilan de cette opération? On vous communiquera les Oui. chiffres. Là, Là, c'est Isabelle vous êtes Lévy dur, qui serait la mieux placée. Là, vous êtes dur. S'il y avait Isabelle Lévy, elle vous aurait répondu, mais là, vous êtes dur. Non, Non, parce que je l'aime bien, Isabelle Lévy, elle ne sac pas trop. Oui, non, mais il n'y a pas de problème ici. On est dans le respect mutuel. On vous fera passer les chiffres, il n'y a aucune difficulté. Frédéric lui transmet. On vous fera passer le bilan de leur action au titre de l'année 2021. Mais elles répondent toujours présent. On a des témoignages, on les met souvent en relation avec des habitants qui, des fois, appellent la municipalité. Et elles interviennent dans des délais très courts, même des fois dans des causes difficiles. On a eu le cas d'un chat perché dans un arbre au niveau des Gonagues qui a nécessité de déployer
déployé des gros moyens, notamment des élagueurs, nos pompiers, etc. Donc elles font à chaque fois le maximum pour venir en aide à tous ceux qui les sollicitent, et on peut que les en remercier comme vous l'avez fait. On va voter donc distinctement sur chacune de ces deux conventions. La première d'entre elles, c'est la numéro 39, au bénéfice des ailes de la PA. Qui est pour ? Qui est contre, qui s'abstient, elle est adoptée à l'unanimité, je vous en remercie. Et donc on fait la même opération pour la délibération numéro 40 liée à l'association La Féline. Qui est pour ? Qui est contre, qui s'abstient, la délibération est adoptée à l'unanimité, je vous en remercie. Nous clôturons donc le volet environnement et protection animale. Pour passer au volet culture, Jacqueline Fabre malheureusement ne peut pas être parmi nous, elle est souffrante et on lui souhaite aussi des vœux de prompt rétablissement. Et nous avons 3 délibérations que je vais vous présenter en collaboration avec Stéphanie Gréco de Coningue. La première délibération en matière d'événements culturels, c'est la numéro 41 qui concerne une demande de subvention au titre de l'aide au développement culturel des communes auprès du département. Donc, comme vous le savez, on est engagé dans le domaine culturel et nous souhaitons soutenir notamment les compagnies locales en ouvrant notre programmation au plus grand nombre et en proposant des dates festives et adaptées à tous les publics durant toute la période estivale. Il est donc proposé de solliciter une subvention auprès du département dans le cadre de l'aide au développement culturel des communes pour un montant de 23 140 € qui nous permettra de financer une partie de ce programme culturel. On vous le dévoilera là dans les semaines qui arrivent. Le service est en train de finaliser cette programmation estivale, mais je peux vous annoncer dès à présent, dès ce soir, que l'humoriste, comme vous le savez, qui traditionnellement intervient à la fin des fêtes de la Saint-Jean, sera monsieur Michel Boujna. Donc réservez la date du 24 juin au Théâtre de Nature, il se produira à Allo. Nous aurons aussi monsieur, sur le volet musical, ça sera monsieur Michel Jonas, qui sera en concert au Théâtre de Nature. Réservez votre soirée du samedi 9 juillet. Et enfin, vous aurez aussi une représentation théâtrale avec la Cour des Grands et d'autres événements culturels qui viendront agrémenter l'été. Il y aura aussi le cinéma de plein air et plein d'autres choses. On aura l'occasion de communiquer à tous les Allodiens l'ensemble de ce programme dans les semaines qui viennent. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur le sujet ? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération immédiatement à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Pour la délibération suivante, à savoir la 42, qui concerne l'adhésion de notre commune à la plateforme professionnelle qui s'appelle Pass Culture Pro, je passe la parole à Madame Stéphanie Gréco de Coningue qui va nous en faire la présentation. Merci, Monsieur le maire. Oui, alors en effet, l'adhésion à la plateforme Pass Culture, ce Pass Culture permet de favoriser l'accès à la culture pour les jeunes de 15 à 18 ans, avec une somme qui est allouée, qui peut être au maximum de 300 €. Dans le contexte actuel de sortie de crise sanitaire, ce pass trouve totalement sa place parce que ça peut permettre aux jeunes de retrouver un certain contact avec le pôle culturel. Il vous est donc proposé ce soir de voter l'adhésion à la plateforme Pass Culture Pro et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention avec la société Pass Culture. Merci. Donc un dispositif en faveur de nos jeunes. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet ? Donc, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération suivante. La délibération numéro 43 qui concerne la signature d'une convention de don des collections de l'association Mémoire d'école à la ville d'Allo. Stéphanie Gréco de Coningue a la parole. Merci. Alors pour mémoire, par une délibération du 28 mars 2018, pour ceux qui s'en souviennent, il avait été accepté le principe de donation des collections appartenant à l'association Mémoire d'école. Cette collection est constituée de 1276 pièces. En retour, la commune s'engage à garantir leur intégrité en assurant leur bonne conservation. Aujourd'hui, il s'agit donc d'approuver la convention détaillant les conditions de cette donation. Merci pour cette présentation, une donation importante. On salue M. Barthéi et tous ceux qui ont œuvré pendant des années pour la constituer. Aujourd'hui, ils en font don à la commune et on prend l'engagement d'en assurer la pérennité et de pouvoir la mettre en valeur aussi souvent qu'il sera possible dans le cadre notamment du futur site culturel qui trouvera sa place au sein de l'usine électrique. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole ? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ?
Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet suivant. Nous clôturons le volet culture pour passer au volet solidarité handicap avec l'objectif d'augmenter la mise en accessibilité de tout l'espace communal. Et je laisse la parole pour la délibération numéro 44 à Madame Corinne de Ranieri. Alors, dans le cadre du bilan mi-parcours de l'agenda d'accessibilité programmée, la DAP, pour l'année 2022, 23 établissements recevant du public seront mis en conformité avec la réglementation relative à l'accessibilité des personnes handicapées. La commune a également décidé d'anticiper les travaux complexes portant sur les écoles et bâtiments prévus sur la tranche 2024 afin d'obtenir les autorisations de construire nécessaires et finaliser la planification de fin d'ADAP sur la phase conception et le dépôt des autorisations d'urbanisme. Le montant estimé des travaux pour la tranche de 2022 est de 317 500 € hors taxes. Ainsi, il est proposé à l'Assemblée de solliciter une subvention pour cette opération au titre de la mise en accessibilité à hauteur de 70% du coût hors taxe dans la limite de 317 500 € hors taxe de travaux, soit une subvention maximale de 222 250 € hors taxe. Merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, nous votons donc le financement et la demande de subvention pour les prochains travaux de mise en accessibilité sur le territoire communal. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est votée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet suivant, à savoir le volet proximité, avec la réfection de l'aire de jeu qui est programmée à Anco-de-Botte. C'est attendu par beaucoup des habitants d'Anco-de-Botte et de ceux qui fréquentent l'école de Val-Fleury. Et je laisse monsieur l'adjoint Christian Lartaud, nous en faire la présentation. Merci, monsieur le maire. Alors, effectivement, c'est la réfection de l'aire de jeu d'Anco-de-Botte, à côté de l'école de Val-Fleury. L'aire de jeu qui est à gauche en montant l'allée des Oliviers, la petite allée des Oliviers qui rejoint l'avenue d'Anco-de-Botte. Cette aire de jeu devenait trop vétuste et pour le bien-être de nos enfants, il est proposé donc dans ce TP de déposer les 3 jeux existants, de mettre des nouveaux jeux donc plus conformes et plus adéquats, de mettre une clôture tout autour avec un portillon, de refaire le sol souple. Et donc, voilà, le montant estimé de ces travaux est de 85 000 € hors taxes, soit 102 000 TTC. Ces travaux entrant dans le cadre du dispositif des travaux de proximité financé par le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Il est proposé de solliciter l'octroi d'une subvention de 70% du montant hors taxe du coût de l'opération, dans la limite de 85 000 € hors taxe de travaux, soit une subvention maximale de 59 500 €. Merci, monsieur Lartaud, pour la présentation de ce rapport. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Deuxième phase de ce volet proximité avec la délibération numéro 46 qui concerne le remplacement de menuiserie de l'école Simone Charlet à la Punch. Et là aussi, il s'agit d'une demande de subvention pour améliorer l'isolation des locaux de l'école. Monsieur Christian Lartaud, adjoint au service technique, nous en fait la présentation. Ce TP sur l'école Simone Charlet, à l'instar du TP que nous avions déjà voté sur la réfection des sanitaires de cette école, eh bien, pour cet été, donc, on va faire les sanitaires de l'école et on fera aussi les menuiseries, parce que bon, les menuiseries aussi, là, c'était pas du double vitrage, etc. Et compte tenu aussi maintenant de l'impératif que l'on a sur les économies d'énergie, je pense qu'il est de bon la loi de le faire. Donc, dans ce TP, toutes les menuiseries de l'école Simone Charlet vont être remplacées, ainsi que les menuiseries de l'appartement qui se trouve au-dessus de l'école. Voilà, c'est un appartement aussi qui appartient à l'école. On ne sait pas encore comment on va qu'est-ce qu'on va y faire, mais les infiltrations se faisaient
par les ouvertures et l'école donc avait des infiltrations d'eau. Donc on va refaire aussi toute la menuiserie de cet appartement. Donc le montant estimé des travaux est de 85 000 € hors taxe, soit 102 000 € TTC. Donc ces montants entrant dans le cadre du dispositif des travaux de proximité financé par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Il est proposé de solliciter l'octroi d'une subvention de 70% du montant hors taxe du coût de l'opération, dans la limite de 85 000 € hors taxe des travaux, soit une subvention maximale de 59 500 €. Merci Christian, on se croirait un peu dans le temps des secrets quand tu t'exprimes. Cette formidable adaptation cinématographique de l'œuvre de Marcel Pagnol que je vous invite à découvrir au cinéma, c'est en salle dans l'ensemble du département depuis hier. Et voilà, donc d'une, c'est précis sur le fond, mais en plus ça nous fait voyager sur la forme. Donc un grand merci Christian. Donc effectivement, les menuiseries, l'isolation pour le confort thermique des enfants, pour des économies d'énergie pour la commune. Et effectivement, tu citais la réhabilitation de l'appartement qui était avant l'appartement du directeur de l'école et qui se trouve au-dessus des classes au premier étage et qui aura vocation à être mis à disposition de l'école pour qu'ils puissent y stocker du matériel ou y faire des activités avec les enfants, même si l'accès n'est pas facile parce que les escaliers sont un peu raides pour y accéder. S'il n'y a pas de demande de prise de parole sur le sujet, je vais soumettre cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet sportif avec la délibération numéro 47 qui va nous être présentée par l'élu au sport, à savoir Madame Émilie Partouche, qui concerne la signature d'une convention de partenariat entre le club de handball de Plante-de-Cuques, le HBPC et notre commune. Oui, c'est vrai. Bonsoir à tous. Donc effectivement, là, il s'agit de développer les liens sportifs avec le canton. Alors on essaye de s'y mettre, disons, parce qu'on a quand même de très beaux clubs sportifs dans nos villes respectives et on aimerait avoir des échanges de plus en plus nombreux. Donc dans l'idée, il est proposé un accès libre à nos joueuses professionnelles de l'association de handball de Plante-de-Cuques, donc le HBPC, afin de leur apporter notre aide, surtout à quelques-unes à leur processus de soins, qui certaines sont blessées dans l'équipe. Donc ça permettrait de compléter l'accompagnement des coachs et à certaines aussi des séances complémentaires en plus de leur entraînement en gymnase. Donc en contrepartie, l'association nous propose d'animer des séances pendant les stages sportifs de Halo Handball au moment des vacances scolaires. Donc on est très heureux. Voilà, donc merci à eux. Un partenariat gagnant-gagnant, effectivement. Ça a plusieurs intérêts pour le club de sport parce qu'ils travaillent notamment avec des thérapeutes de notre territoire et notamment d'Halo, mais ils n'ont pas forcément de bassin avec la superficie suffisante pour faire tous les exercices, notamment après des blessures ou en phase de préparation. Donc au moins on leur permettra d'accéder gratuitement à la piscine municipale et en échange de quoi ils feront un accompagnement du club de handball d'Halo durant les vacances scolaires, ce qui est une très bonne chose. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet ? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. D'ailleurs, ça me permet de saluer la joueuse Justine Martel, qui a été la première à bénéficier un peu de ces échanges c'est ça. et à qui on souhaite de retrouver les parquets le plus rapidement possible. Nous passons à la délibération 48 qui concerne la rénovation des espaces de convivialité du terrain de foot qui se trouve au complexe sportif Jacques Gaillard à Pied-d'Autry. Et c'est Madame Émilie Partouche qui nous en fait là aussi la présentation. Oui, merci Monsieur le maire. Donc là, c'est pareil, je suis très très heureuse qu'on puisse en arriver là. Donc c'est vrai que vous vous rappelez qu'il y a quelques années de ça, la pelouse du complexe sportif a été refaite, donc elle est magnifique, hein, c'est une des plus belles des alentours et je crois même au niveau régional d'après les sportifs et les footballeurs. Donc on est très fiers de ça et aussi donc au regard de toutes les manifestations finalement qu'apporte aussi cette magnifique installation et au développement du club et tout ce qu'on voudrait y apporter par la suite à l'avenir. Donc on envisage de procéder à la rénovation des espaces de convivialité du club pour offrir aux adhérents et à tous les visiteurs des espaces plus agréables pour accueillir un bon nombre de personnes et ainsi passer de bons moments encore plus agréables et accueillants. Merci, voilà, donc c'est important pour le club, pour la vie du club, pour tous les parents qui passent de nombreuses heures au bord du terrain et pour tous les encadrants qui sont là. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet ? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ?
Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous quittons le volet sportif pour passer au volet relations internationales et jumelage, plus précisément, avec la délibération numéro 49, qui est une demande de subvention auprès de l'Europe pour qu'on puisse avoir les moyens de célébrer à sa juste valeur le 40e anniversaire du jumelage entre Halle et la ville de Waterstetten, qui, vous le savez, se trouve en Bavière, donc chez nos voisins allemands, et c'est Martin Schex qui nous en fait la présentation, adjointe au jumelage. Ah oui, là ça marche. Oui, c'est le micro de Patrick qui ne veut pas fonctionner. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Oui, donc notre plus ancien jumelage fêtera cette année ses 40 ans, donc c'est pas rien. Donc nous avons décidé, en collaboration avec nos associations de jumelage, de fêter dignement cet anniversaire. Et donc pour ce faire, nous allons réunir des délégations de chaque commune avec lesquelles nous sommes jumelés sur notre commune, donc, dans le courant du mois de juin 2022, du 9 au 17 juin. Donc, cette rencontre permettrait de rassembler sur une période d'une semaine les délégations italiennes, israéliennes, allemandes, et bon, on n'aura pas de délégation physique qui nous viendront d'Armavir, de l'Arménie, mais nous aurons quand même l'association Azad qui participera donc à ces manifestations. Donc, au cours de cette semaine, chacune des délégations mettra à l'honneur sa culture par l'organisation d'une soirée. Nous aurons ensuite un séminaire où nous participerons tous ensemble. Donc, pour ce faire, il est proposé à l'Assemblée délibérante de solliciter une subvention dans la limite de 30 000 € via le dispositif citoyen, égalité, droits et valeurs, pour lequel la Commission européenne a publié un appel à projet. Donc, il est proposé à l'Assemblée d'adopter cette délibération. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, au mois de juin, donc, comme vous l'a dit Martin Schex, ce sera un moment d'échange avec toutes ces communes avec lesquelles la ville d'Halle travaille depuis longtemps, et donc un moment de partage qui aura d'autant plus de sens quand on sait ce qui se passe aux frontières du continent européen. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Madame Robineau. Oui, je n'avais pas prévu de prendre la parole sur cette délibération puisque j'ai voté toutes les délibérations, mais ce soir, je n'avais pas le cœur à prendre la parole après les témoignages de Brice et de ce qui a été dit, mais ça me donne l'occasion de peut-être envisager dans les prochaines années un jumelage avec une ville d'Ukraine, en espérant qu'ils puissent avoir eux-mêmes la possibilité de faire ce jumelage. Donc c'est cette demande que je fais ce soir parce que voilà, c'était très émouvant vos propos en préambule de ce conseil municipal. Je vous remercie. Merci. Donc, on attendra que le conflit armé soit réglé avant d'envisager une telle possibilité, mais bien entendu, s'il y a possibilité d'y travailler, nous aurons l'occasion d'en reparler en temps voulu. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole à ce sujet? S'il n'y en a pas d'autres, je vais soumettre à vos votes cette délibération. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est votée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet ressources humaines, avec la préparation des futures élections présidentielles et législatives qui nécessitent de prendre certaines délibérations. Et je laisse pour cela la parole à Madame Joëlle Mizrahi, première adjointe, qui va évoquer les rapports suivants. Merci Monsieur le maire. Alors, dans le cas des élections présidentielles et législatives, des agents titulaires, stagiaires et contractuels de catégorie A seront amenés à effectuer des heures supplémentaires afin d'assurer le bon déroulement des scrutins. À cette fin, il est proposé à l'Assemblée délibérante de faire bénéficier ces agents de l'indemnité forfaitaire complémentaire pour l'élection. Merci. Donc, il s'agit du premier rapport que je soumets à vos votes. Donc, c'est pour la bonne organisation des élections présidentielles. Donc, je vous rappelle les dates, 10 et 24 avril, et des élections législatives, 12 et 19 juin prochains. Je soumets à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous poursuivons avec le rapport qui est en lien direct avec cette délibération, le rapport numéro 51.
Alors, dans le cadre de ces mêmes élections, il est proposé de rémunérer les heures supplémentaires sans limitation de quota aux agents municipaux pouvant bénéficier de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires qui participeront aux opérations de préparation des bureaux de vote et au scrutin. Merci beaucoup. Donc ça permet la bonne organisation de chacun des bureaux. Vous savez que nous avons 18 bureaux sur la commune. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée à l'unanimité. Et on passe donc au rapport suivant qui a toujours un lien direct parce qu'il s'agit là du personnel vacataire. Tout à fait. Enfin, donc il est proposé de fixer le taux horaire de rémunération des agents vacataires à 15 € brut de l'heure pour les heures travaillées les dimanches. Merci pour cette présentation. Je la soumets à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons sur un autre sujet, à savoir la signature d'un contrat groupe d'assurance pour les risques statutaires. Et c'est à nouveau Madame Joëlle Mizrahi, première adjointe, qui nous en fait la présentation. Merci. Alors, afin d'obtenir des meilleurs taux de garantie, il est proposé à l'Assemblée de se joindre à la procédure de consultation du CDG 13. À l'issue de cette consultation, la commune gardera la faculté d'adhérer ou non. Merci. Je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous poursuivons avec Madame Joëlle Mizrahi sur le volet administration générale avec la transformation de 6 cases en élévation en sépulture gratuite. C'est le rapport numéro 54 qui va vous être présenté à l'instant. Merci. Il est donc rappelé à l'Assemblée que la commune a obligation de proposer aux personnes dépourvues de ressources suffisantes décédées sur son territoire une sépulture à titre gratuit pour une durée de 5 ans non renouvelable. Pour répondre à ce besoin, il est envisagé d'affecter aux sépultures gratuites 6 cases en élévation au sein de la nécropole des Claouzes, carré numéro 15, dont les numéros 79, 80, 81, 82, 83 et 84, actuellement inoccupés. Merci beaucoup pour la présentation de ce rapport. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je le soumets à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet suivant, à savoir celui des transports et de la mobilité, concernant l'approbation d'une convention pour l'accompagnement d'un plan mobilité dans le cadre d'un outil qui s'appelle MobiPro. Je laisse Christophe Moulin, élu au transport, nous en faire la présentation. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, mesdames et messieurs, je vous présente donc ces délibérations. Comme vous le savez, la métropole Aix-Marseille a la compétence en matière de transport et mobilité en général. Et ce soir, ce que l'on vous propose, c'est une assistante méthodologique pour concevoir, mettre en œuvre et animer des plans de mobilité par le biais de l'outil Conseil MobiPro. L'objectif de ce service est d'accompagner entreprises et organisations sur les sujets de mobilité durable et donc de les aider à favoriser auprès de leurs collaborateurs les mobilités actives vélo-marche. Comme on le sait tous aujourd'hui, nos besoins sont multiples et les réponses seront nécessairement plurielles, d'où l'importance de s'appuyer sur des cabinets tels que celui-ci. Ce service est accessible gratuitement sous réserve de la signature d'une convention d'engagement entre la commune d'Allaux et la métropole Aix-Marseille-Provence. Ainsi, il est proposé à l'Assemblée d'approuver et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention d'engagement mutuel pour l'accompagnement d'un plan mobilité. Notre commune serait la première dans le département à intégrer ce dispositif. Merci Christophe Moulin pour cette présentation. Effectivement, les enjeux de mobilité, on les connaît, ils sont forts sur le territoire communal. On connaît aussi bien en ce qui concerne les mobilités douces, vélo, marche, et aussi il faut inciter à l'usage des transports en commun, même si on sait que ce n'est pas évident parce que ça ne correspond pas à tous les usages, au covoiturage, et ça va permettre d'accompagner ce mouvement en la matière. Cette initiative à l'origine, et peut-être qu'Emmanuel Gérard-Tivillier voudra en dire un mot, est partie aussi des entreprises de la zone d'activité de Fontvieille qui font face pour leurs propres salariés des fois à des difficultés. Et donc l'idée, c'est de généraliser ce dispositif à l'échelle de l'ensemble du territoire communal. Emmanuel Gérard-Tivillier, si vous voulez nous en dire un mot. Merci. Donc en effet, ce conseil ce service MobiPro a été présenté lors de réunions entre les entreprises de la commune, entre les entreprises de la zone de Fontvieille. Et d'ailleurs,
la société Technicoflore a déjà signé cette convention pour ses employés. D'autres entreprises pourraient également être amenées à signer cette convention. Et on peut rappeler l'importance du covoiturage, puisqu'on sait que quelqu'un qui covoiture au moins une journée sur 2 va pouvoir faire une économie d'au moins 2 000 € par an. Et avec les coûts de l'essence qui ne font qu'augmenter, cette économie va être grandissante. Bien sûr, donc on voit les enjeux qui vont être de plus en plus importants en la matière, donc à nous d'accompagner ce mouvement et de permettre aux Allaudiens de bénéficier de ce dispositif, à commencer par les employés de la municipalité, Voilà, les salariés des entreprises et tous ceux qui voudraient être partenaires et s'inscrire dans le cadre de cet outil MobiPro qui vient aider à ces enjeux de mobilité. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet, Christophe Moulin? Juste, pardon, monsieur le maire, si vous me permettez, simplement pour m'excuser pour ma voix un peu enraillée, c'était tout simplement pour dire que c'est un peu lié au retour de nos chers représentants en Ukraine, la chaleur humaine qui s'est dégagée, les émotions qu'on a pu vivre modestement avec vous, en est le résultat. Je voulais simplement remercier Brice et toute l'équipe parce que vous l'avez souligné à plusieurs reprises. Vous avez remercié le Lions Club d'Allo et vous savez que c'est un club qui m'est cher. Il y a des amis dans la salle et vous savez, en leur nom, que vous pourrez toujours compter sur nous tant que vous en aurez besoin. Voilà, je voulais tout simplement vous dire ça. Voilà. Merci à vous. Merci Christophe, effectivement, membre actif du Lions Club, comme d'autres membres autour de la table. Là, Martine Schex, Isabelle Lévy qui n'est pas avec nous. Il y a le président du Lions Club qui est là, monsieur Claude Rouault aussi qui est dans la salle et plusieurs représentants. Merci à vous pour votre participation active aux côtés de tous nos amis qui ont pu venir en aide concrètement sur le terrain en Ukraine et qui ont témoigné en ouverture de ce conseil municipal. Je reviens à l'enjeu lié à cette délibération, la numéro 55, et donc l'accompagnement de ce plan mobilité à l'échelle du territoire communal. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je le soumets à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet suivant, à savoir celui de l'aménagement urbain, avec la délibération numéro 56 qui concerne une demande d'aide financière dans le cadre du dispositif pour l'embellissement des façades et des paysages de notre chère Provence et plus particulièrement de notre chère commune. C'est Patrick Sabatier, adjoint à l'urbanisme, qui nous en fait la présentation. Merci, monsieur le maire. Alors, chers collègues, vous avez l'habitude de voter ce type de délibération. Ce n'est pas la première fois que nous avons l'occasion de voter ce type de délibération au sein de cette Assemblée. Petite particularité, cette fois-ci, nous intégrons, conformément au vote de décembre 2020, nous intégrons le nouveau dispositif du département de financement. Donc, depuis ce vote, nous avons été saisis par 4 dossiers de rénovation de façade. Je tiens à préciser que ces rénovations ont un vif succès, qui permettent l'embellissement de notre commune du noyau villageois allaudien. Donc, alors, il vous est proposé d'attribuer des subventions pour 4 dossiers que nous avons reçus du 1er janvier 2022 au 24 février 2022, qui est d'un montant global de 41 325,45 et de solliciter la participation financière du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, qui est à hauteur de 70%, soit un montant de 28 927,96. Avant de terminer, je tiens à préciser, monsieur le maire, que ce dispositif a vraiment un grand succès. Nous avons encore une quinzaine de demandes dans les cartons, parce que je suis régulièrement interrogé sur le changement de dispositif sur d'autres noyaux villageois. Alors, nous avons fait le choix de terminer autant que possible le noyau villageois, le village, l'ancien village, pour après, éventuellement, et ça sera proposé au sein de cette Assemblée, un autre noyau villageois. Très bien. Voilà, monsieur le maire. Merci. Donc on traitera par phase là, cet enjeu d'embellissement des façades et ce dispositif financier dont nous faisons profiter les Allaudiens qui déposent des dossiers auprès du service urbanisme de la commune. S'il n'y a pas de demande de prise de parole sur le sujet, je soumets à vos votes cette délibération. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet numérique
Et c'est monsieur l'élu au numérique, à savoir Bernard Croze, qui va nous faire la présentation des 3 délibérations suivantes. La première d'entre elles concerne une convention d'occupation du domaine privé communal pour la réalisation par Free d'un réseau de télécommunications afin d'assurer une meilleure desserte de ses antennes de radio-téléphonie. Merci monsieur le maire. En effet, Free a installé des antennes de téléphonie mobile qui se situent derrière l'usine électrique. Cette convention a été signée le 10 octobre 2019 et suite aux travaux que nous effectuons pour la réhabilitation et la rénovation de l'usine, il a dû être modifié l'adduction électrique de ces antennes, d'où l'avenant à la convention initialement signée. C'est pour ça que nous vous proposons cette délibération pour pouvoir signer cet avenant avec la société Free. Merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Nous allons peut-être profiter pour en dire un mot plus largement sur l'enjeu de la fibre et du numérique à l'échelle communale. Tous ceux qui nous regardent, et ça concerne beaucoup d'Allodiens, nous avons la chance à Allo d'avoir un des taux de déploiement les plus optimums de l'ensemble d'un grand nombre de collectivités de la région, un taux de déploiement qui frôle les 98%. Mais ce déploiement, même s'il est quasi optimal sur le territoire communal, il souffre de beaucoup de dysfonctionnements. Et on en est tous témoins au quotidien, à nos domiciles personnels, et on est très régulièrement sollicité par des Allodiens qui ont des coupures intempestives de leur fibre, ce qui empêche de télétravailler, ce qui empêche, que ce soit pour un usage personnel ou professionnel, et ça devient... C'est tellement récurrent que parfois ça en devient insupportable et c'est compréhensible. Vous savez que l'opérateur historique qui a déployé la fibre sur la commune depuis de nombreuses années, c'est SFR. Bernard Croze est bien placé pour le savoir, lui qui a dirigé régionalement le groupe à une époque, c'est plus le cas aujourd'hui, mais voilà, donc il connaît ces enjeux-là par cœur et il se sert de cette expérience pour rappeler les opérateurs de déploiement du numérique à leurs devoirs. Nous avons notamment des armoires de connexion, des nœuds, c'est du NRE, des nœuds de raccordement optique qui étaient dans un état qu'on pouvait difficilement qualifier au gré des sous-traitants qui branchent, qui débranchent, ce qui devient insupportable pour tout le monde. Donc c'est un sujet quotidien sur lequel Bernard Croze, en lien avec le service informatique et numérique de la commune, s'investit. Et c'est peut-être l'occasion de faire un rappel, parce qu'on fait partie des 10 communes à l'échelle de la région qui bénéficient, on va dire, d'un redéploiement et d'un raccordement optimisé de ces fibres au bénéfice des particuliers, même si le service, on peut considérer qu'il peut encore être grandement amélioré. Sachez qu'on maintient une pression maximale sur tous les opérateurs pour limiter ces nuisances qui perturbent un nombre de foyers conséquents, malheureusement, au quotidien. Bernard, si tu veux nous en dire un mot. Oui, en effet, nous sommes tous concernés par le déploiement de la fibre optique, qui est aujourd'hui un incontournable, encore plus depuis les 2 années que nous venons de passer, qui ont instauré des contraintes sanitaires importantes et qui ont demandé à ce que les gens puissent rester chez eux, mais avec des moyens de connexion. Alors, aujourd'hui, en fait, les opérateurs, et sur la commune en particulier, ont été victimes de leur succès. Ils doivent déployer en des temps records leur réseau. Pour autant, on est en droit d'attendre un fibrage de qualité, ce qui n'est pas le cas. Parce que pour répondre à cette demande, ils n'ont pas les moyens nécessaires en interne et ils passent par une demande à la sous-traitance qui est énorme. Et les sous-traitants, on constate qu'il y a une sous-traitance en cascade qui ne répond pas aux critères de qualité que l'on peut attendre des opérateurs. Alors, dernièrement, il y a eu des dysfonctionnements qui ne sont pas les dysfonctionnements habituels liés au fibrage anarchique que l'on a pu constater jusqu'à aujourd'hui, mais au contraire qui est lié à une remise à niveau de certaines armoires, parce que, évidemment, comme l'a précisé Monsieur le maire, on maintient une pression constante sur les opérateurs pour qu'ils reprennent ce câblage qui n'est pas acceptable en l'état.
pour ce faire, il faut que chaque opérateur commercial, à savoir Orange, SFR, Free et Bouygues, reprennent le câblage de leurs propres clients. Et la problématique que nous rencontrons vient de cette pluralité d'intervenants sur les armoires qui fait qu'on se retrouve in fine à avoir des armoires dans un état absolument déplorable. Donc récemment, il y a encore une armoire à ma connaissance qui est en cours de recablage, ce qui a occasionné des problèmes de connexion. C'est un mal pour un bien, espérons-le. Les armoires concernées étaient les armoires qui sont situées dans le NRO au Collet Blanc. Le travail de reprise doit se terminer aux alentours du 20 mars. Donc on n'en est plus très loin. Et ensuite les travaux vont se pérenniser sur un certain nombre d'armoires. Il faut quand même savoir qu'avec la pression que nous avons mise, nous avons pu faire partie des... même pas 10 communes, puisque nous avons un certain nombre d'armoires parmi les 10 communes concernées qui servent un petit peu de bêta-test, c'est-à-dire d'expérimentation pour qu'ils mettent en place des procédures partagées entre les opérateurs. Donc vous voyez, c'est un travail de longue haleine, mais on maintient la pression et vous pouvez compter sur nous pour arriver à un résultat qualitatif dans les prochaines semaines. Voilà, on espère le plus rapidement possible parce que c'est vrai que c'est exaspérant de voir sa fibre être coupée régulièrement. Donc merci pour tout le travail réalisé et on maintiendra la pression auprès de tous ces opérateurs pour avoir un niveau de service à la hauteur de l'abonnement que chaque usager paye mensuellement. Et ça, les opérateurs n'oublient jamais de nous réclamer le montant de la facture. Voilà, on va passer, si vous le voulez bien, au vote de cette délibération. Donc je vous rappelle la numéro 57, qui est pour ? Qui est contre, qui s'abstient. La délibération est adoptée à l'unanimité, je vous en remercie. On reste dans le volet numérique avec la délibération numéro 58 qui concerne une abrogation d'une précédente délibération relative à la création d'un branchement électrique pour l'alimentation d'un relais téléphonique sur le terrain de l'usine électrique. C'est Bernard Croze qui nous en fait aussi la présentation. Alors cette délibération est en lien direct avec la précédente, puisque la précédente faisait référence à un avenant sur le changement d'adduction électrique pour alimenter les antennes de la société Free Mobile. Et là, en l'occurrence, la délibération 58 est une délibération pour arrêter arrêter la convention telle qu'elle était libellée précédemment. Donc les deux coffrets électriques qui avaient été alimentés sur la précédente convention ne le sont plus, et en raison de cette modification, la convention n'est dès lors plus signée. Voilà. Merci pour cette présentation. S'il n'y a pas de demande d'intervention, je la soumets à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité, je vous en remercie. Dernière délibération en lien avec ce volet numérique, c'est l'informatisation d'une technologie et d'équipements en automate pour la nouvelle bibliothèque et une demande de subvention auprès de la DRAC. C'est M. Bernard Croze qui nous en fait là aussi la présentation. Alors, afin de moderniser et d'améliorer les services offerts au public, il est proposé, dans le cadre de la création du nouveau pôle culturel de l'usine électrique, d'adopter la technologie RFID permettant d'identifier électroniquement les ouvrages et supports culturels. Alors RFID, ça veut dire radiofréquence identification. En fait, ce sont des étiquettes électroniques qui seront mises dans chaque livre de façon à pouvoir les tracer et pouvoir déterminer quels sont les livres qui sont sortants et ceux qui sont rentrants. Donc cette technologie fluidifiera les opérations de circulation sur les prêts et leur retour, puisque les équipements électroniques associés permettront aux usagers d'être totalement autonomes. Cette technique permettra également de lutter contre les vols et de faciliter les opérations d'inventaire pour les responsables de la médiathèque. Donc le montant estimé pour l'évolution du système est de 43 000 € hors taxe.
Il est proposé donc de solliciter l'octroi d'une subvention à hauteur de 50% du coût total, soit une subvention maximale de 21 500 €. Le reste étant à charge de la municipalité. Merci pour cette présentation, Bernard. Donc, vous avez compris, on anticipe déjà le fonctionnement de la future médiathèque qui trouvera sa place au rez-de-chaussée de l'usine électrique. Pardon. Et donc, nous aurons, avec ce nouveau système, ça permettra aux usagers d'être plus autonomes pour emprunter les livres. Ça facilitera le travail des agents de la bibliothèque et permettra peut-être une plus grande fluidité d'usage au bénéfice de tous. Et donc, vous le savez que les travaux à l'usine électrique ont commencé en octobre dernier pour à peu près 18 mois. Donc, on espère que d'ici à 2024, tout ça puisse être opérationnel. En tout cas, nous sollicitons dès maintenant une demande de subvention auprès de la direction des affaires culturelles de la région, de manière à pouvoir financer ce nouveau dispositif. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Ce conseil municipal touche presque à sa fin. Nous avons 2 derniers volets à aborder. Et là, il s'agit du volet financier. Et je vais donc laisser la parole à monsieur l'adjoint aux finances, à savoir monsieur Jean Tomaselli, pour une convention de cession à titre gratuit de biens meubles réformés par les services de l'État. Il va vous expliquer l'objet de ce rapport. Merci Monsieur le maire. Donc, dans le cadre des services anciennement exercés par la trésorerie d'Allo et du transfert des services rendus aux administrés vers la maison France Service pour Allo et Plan de Cuc, donc maison France Service que vous avez inaugurée le 1er décembre, Monsieur le maire, et donc qui permet, je rappelle aux administrés, d'avoir un accompagnement sur leurs différentes démarches administratives auprès de différents services. Donc la Direction générale des finances publiques a proposé à la commune la cession gratuite des biens meubles qui équipaient leurs locaux. Il est ainsi proposé à l'Assemblée d'accepter la cession gratuite par la Direction régionale des finances publiques des biens meubles qui équipaient les locaux de l'ancienne trésorerie d'Allo et d'approuver et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la dite convention. Voilà, donc Maison France Service qui se trouve, vous savez, à la Punche, dans les locaux du bureau de poste communal. Merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a une demande de prise de parole sur le sujet ? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Donc c'est le rapport numéro 60. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Et nous passons au dernier volet de ce conseil municipal avec le volet métropolitain et l'élaboration du règlement local de publicité intercommunale, le RLPI, qui est voté donc à l'échelon métropolitain. Un dossier qui a été suivi par M. Frédéric Plat-Gavaudan qui va nous en faire la présentation. Merci, monsieur le maire. Donc, je ferme la dernière délibération après avoir ouvert quasiment la première. J'en suis très heureux. Depuis juillet 2017, la métropole a lancé une concertation avec les habitants et les communes concernant le règlement intercommunal de publicité. Alors, ça consiste très rapidement, c'est un acronyme un peu compliqué, mais en fait, ça consiste simplement à réglementer l'affichage sur le domaine public. Et suite à la conférence intercommunale qui s'est réunie le 1er février 2022, permettant d'échanger sur la concertation en cours et sur le projet de règlement local de publicité intercommunale, il appartient au conseil municipal désormais d'exprimer son avis sur les propositions issues de cette concertation. Alors notons que nous, la commune, on est déjà un excellent élève là-dessus, puisque vous avez pu le constater, il n'y a pas beaucoup de 4x3 ou d'éléments publicitaires très visibles sur la commune. Donc nous avons quelques points sur lesquels nous avons insisté, notamment les lieux autour des sites remarquables, des églises, ce genre de choses. Mais très sincèrement, on a fait presque office de commune pilote pour la métropole sur ce dossier. Donc voilà. Merci beaucoup. Donc c'est grâce au travail qui a été fait aussi depuis de très nombreuses années. Donc il faut le souligner. Et effectivement, il y a beaucoup de communes sur le territoire métropolitain qui a pris exemple sur le dispositif qui est en vigueur sur le territoire communal et nous ne pouvons que nous en féliciter. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet ? Madame Robineau. Pour revenir sur ce qu'a dit M. Plat, puisque je suis tout à fait d'accord, c'est juste sur la liste du patrimoine, je ne vois pas Notre-Dame du Château. Il y a l'église... Oui, alors voilà, tout simplement parce que Notre-Dame du Château est entourée d'une zone naturelle qui est hors du RLPI et donc qui n'est pas touchée par ces zones-là puisqu'on ne peut rien y mettre du tout. Ça au moins c'est réglé. Merci. Merci pour cette précision. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, on soumet cette délibération à vos votes. Donc le rapport 51 qui est pour ?
Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Ce conseil municipal touche à sa fin. Je remercie à nouveau pour leur témoignage toute l'équipe de ceux qui ont participé à l'opération de solidarité en faveur de l'Ukraine. Vraiment, je pense qu'on peut les applaudir une dernière fois. Merci à eux d'être allés sur le terrain. Merci aux associations, au Lions Club d'Allo, à l'association Action Humanitaire qui leur a apporté tout le soutien nécessaire. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à découvrir le film Le Temps des Secrets qui a été tourné en partie à Allo, adapté de l'œuvre de Marcel Pagnol qui est au cinéma là depuis hier. Et je vous invite à nous retrouver dans le Colline dimanche pour la grande opération de reboisement. Bonne soirée à tous et à très bientôt pour un prochain conseil municipal. Merci.